Le Covid, c'était quand même une bonne tempête, hein. On a pris quand même cher parce qu'il a fallu tout réorganiser, etc. Mais ça restait une période intéressante parce que ça a vraiment montré l'intérêt du digital dans la restauration. Nous, on a eu la bonne opportunité d'arriver sur un marché où normalement, à Paris, des restaurants, il y en a qui s'ouvrent genre tous les jours, 20 toutes les semaines qui s'ouvrent. Et donc en gros, quand tu ouvres dans une période normale d'activité, etc., t'as beaucoup moins de visibilité. Là, comme il y avait absolument personne qui couvrait des restaurants, tous les gens qui marketaient et qui faisaient du e-commerce ont fait beaucoup d'argent pendant le Covid parce que tout le monde était sur leurs réseaux sociaux. Et dans la restauration, il n'y a aucun restaurant qui se montait, donc pas de restaurant investissait vraiment de l'argent en ads, etc. Et donc du coup, le fait que nous, on investisse dès le début en ads et qu'on soit les seuls à ouvrir le restaurant, ça nous a permis un peu d'avoir une opportunité de marché en disant on arrive sur un marché où tout le monde se tait, donc même si on chuchote, les gens ils vont nous entendre. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business, grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les 3 premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance, merci Shine et bon épisode. Yes, donc du coup là, vous lancez Grupo Mimo à Bordeaux, non ? Ouais, exactement. En gros, c'est notre première franchise. On a commencé à lancer la franchise il y a à peu près 2 mois, le temps de faire les papiers, les contrats, le manuel opératoire, etc. Et en gros, on a rencontré des jeunes de Bordeaux, 2 gars, dont un est restaurateur depuis une dizaine d'années et l'autre est plus dans la start-up. Ouais. Donc un peu un profil similaire à ce qu'on est nous avec Benoît, mon associé sur Grupo Mimo, qui lui est restaurateur et moi plutôt start-up, social media, digital, etc. Et du coup on les a rencontrés, ça a bien fité. Et du coup là, Bordeaux sera notre première ville en franchise. Il y en a combien à Paris déjà ? En gros là aujourd'hui il y en a 9. Et l'idée c'est qu'on garde en fait en succursale, donc on garde nous en direct nos restaurants sur... T'as 9 restos à Paris là ? Ouais, Putain, c'est exactement. Ouais, carrément. Et du coup, en fait, on va faire Paris proche banlieue. Et ensuite, l'idée, c'est de franchiser dans les grandes villes de France. C'est-à-dire que vous gardez tout Paris, Paris intramuros, c'est hors Paris. Et tout le reste, vous allez le franchiser, quoi. Ouais, en gros, on garde la zone qui, opérationnellement, on peut l'opérer facilement, quoi. Mais attends, mais en fait, moi, t'as 9 restos. Moi, si je dis pas de conneries, t'as lancé ça pendant le Covid, non ? Ouais, c'est ça. J'ai lancé ça en février 2021. Donc, ça fait maintenant plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et du coup, ça a été assez rapidement. C'est vrai que parfois, on s'en rend pas trop compte, mais même là, je déjeunais avec Victor de Big Mama la semaine dernière. Il me disait que c'était quand même rapide. Et ouais, l'idée, c'est que on aime bien avec Benoît foncer, on est assez hyper actifs. Donc voilà, on essaye au maximum de se développer, tout en gérant aussi la trésor et puis et les fonds, parce qu'on n'a pas voulu lâcher tout l'equity au début. On veut quand même rester maître à bord du bateau. Vous n'avez pas levé de fonds encore sur Grupo Mimo ? Si, on a levé des fonds, mais raisonnablement. C'est-à-dire qu'on a fait en gros une levée avec 2 millions d'euros, plus 2 millions en OC, en obligation convertible. Donc on est resté quand même, on garde à peu près 70% de la société à 2. Trop cool. Voilà, donc on a voulu, ça a été toujours mon mindset dans les boîtes de toujours avoir quand même la majorité et de ne pas me retrouver avec 5% de boîte, même si ça devient très gros. Voilà, on veut quand même rester majoritaire sur les décisions, etc. Ouais, c'est vrai que là, on est parti tambour battant sur Grupo Mimo, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais absolument t'inviter dans cette première saison, c'est que toi, donc du coup, à chaque fois avec des associés, t'es à la tête, du coup, t'as un grand groupe maintenant de restaurants, donc du coup, avec 9 restos déjà à Paris, donc Grupo Mimo. C'est ça que souvent, quand je parle de Grupo Mimo aux gens, je dis... tu vois, c'est le premier concurrent de Big Mama, quoi. C'est nourriture italienne, pizza, pâtes, etc. Mais avec tout basé, ça, je pense que t'en parleras après, tout basé sur l'expérience client, Totalement. etc. On sent que dans tous tes business, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Mais tu as également une agence
Et tu as également une start-up. Et à chaque fois, avec tous les codes de la start-up, la levée de fonds, etc., le scaling qui est en ce moment, etc. Exactement. Je peux le dire parce que cette boîte, c'est Emblème. Et j'ai la chance d'avoir pu rentrer parmi les premiers BA dans cette boîte. Et du coup, il y a Barracuda, qui est le modèle beaucoup plus agence. Une agence, je crois, de CM, principalement pour les restos ou autres. Non, aujourd'hui, on a vraiment... c'était très resto au début, mais en fait, on a été habitué à travailler avec... les restaurateurs ne sont pas une clientèle qui investit beaucoup en social media. Et donc, du coup, qui restent très exigeants. Donc, du coup, on a été, on va dire, bien éduqués sur notre produit et sur la manière de travailler, parce qu'il fallait qu'on ait beaucoup de résultats sans avoir beaucoup de budget. Et du coup, on s'est aperçu rapidement en faisant quelques appels d'offres et en gagnant des contrats qui étaient hors food et qui avaient plus de budget, qu'on arrivait vraiment à faire des très grosses performances, même par rapport à ce qu'ils avaient eu la chance de connaître avant. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit qu'au final, les algos, c'est les mêmes si tu as un restaurant ou si tu as une marque de cosmétiques. Et donc, du coup, c'est de ce principe-là qu'on s'est dit il faut qu'on s'ouvre à d'autres domaines. Parce que l'algo, c'est le même pour tout le monde. Et ensuite, c'est juste le type de contenu qui va changer. Mais on va dire la technique et la stratégie d'une marque sur les réseaux sociaux, qu'on fasse de la food, vendre des pizzas, des chaussettes ou du maquillage, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec d'autres acteurs que la food. Mais on va dire que les restaurants nous ont permis de vraiment faire des stratégies qui fonctionnent et optimiser aussi chaque euro qu'on nous donne dans le budget. Ok, trop bien. Donc moi, je pense que voilà, sans faire de programme, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme dans ce podcast tout, mais je pense qu'on va beaucoup parler donc, de Barracuda, comment en fait tu as développé du coup l'agence. C'est ça, de toute façon, le modèle d'agence, pour expliquer aux gens, ce qui est simple, c'est que quand tu as une bonne offre, tu vas chercher des clients, tu fais tes premiers euros de chiffre d'affaires dès le premier jour ou la première semaine, et tu peux être rentable tout de suite, et donc tu peux faire grosso modo pas mal de cash et avoir tout de suite une agence avec un bel EBITDA et du coup qui peut pas mal cracher. Du coup, on va parler d'Emblème, du coup, là, qui est plutôt une start-up. Ça, du coup, t'en parleras après. Je crois que de base, c'était Emblème et Barracuda. C'était un peu la même entité, mais du coup, vous avez splitté les deux. Et du coup, on va évidemment beaucoup parler de Grupo Mimo parce que c'est ça qui fait quand même un peu ta différence et qui, je trouve, qui est presque le plus fulgurant dans les nombreux trucs que tu as pu faire avec tes associés. Mais juste pour que les gens puissent te contextualiser, est-ce que tu peux te représenter en 2-3 minutes, etc. Carrément. Donc en gros, moi là-bas, j'étais ingénieur de formation. En gros, j'ai fait 3-4 ans dans la finance. Donc du coup, j'ai été chez un asset manager américain. Et au bout de 3-4 ans, j'ai vite pris conscience que en fait, j'avais pas forcément envie de continuer dans le salariat. J'avais un boss à l'époque, qui est d'ailleurs devenu investisseur d'Emblème, qui était un peu, on va dire, pas de sa personnalité, parce que c'est un mec qui m'a beaucoup appris, mais qui était un peu mon anti-héros dans le sens où je voulais pas être à 50 ans dans le salariat. Je voyais que lui avait toujours des conversations houleuses avec le big boss américain et de 70 ans, et ils étaient vraiment en mode toujours en conflit, etc. Et je voyais que ça le tourmentait beaucoup, la façon dont le big boss traitait avec lui, etc. Et moi, je me suis dit, en vrai, à 50 ans, la seule personne que j'autorise à m'engueuler de cette façon, c'est ma femme et mes enfants. Mais je ne veux pas me retrouver à cet âge-là à être tourmenté par les décisions de quelqu'un d'autre qui, en plus, sur lequel j'ai peu d'influence. Et donc, du coup, je me suis dit que l'entrepreneuriat était beaucoup plus adapté à moi. Et j'avais déjà eu des petites expériences entrepreneuriales, type organiser des soirées étudiantes quand j'étais jeune. J'importais pas mal de voitures de collection des États-Unis pour les revendre ici, les retaper, les revendre. Donc j'aimais toujours un peu créer des choses et voir si une idée pouvait devenir réalité. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à créer Emblème. À l'époque, Emblème, donc les premières ébauches, c'était fin 2015 et j'ai vraiment lancé la boîte en 2016. C'était tout simplement que je voyais c'était le début de l'influence, beaucoup de marques. Travailler avec les influenceurs, c'est les débuts de Nolita, de Mégane, etc. Donc tous les gros influenceurs qu'il y a aujourd'hui. Tous les influenceurs, télé-réalité, etc. Pareil, c'est cette époque-là, non ? Alors c'était pas encore vraiment ça. Enfin, ça commençait déjà. Mais il y avait déjà toute la blogosphère, Nolita et toutes ces personnes-là qui ont vraiment représenté l'influence française du lifestyle. Et je voyais beaucoup de marques collaborer avec ces influenceurs-là. Je voyais ces influenceurs aller dans les restaurants, donner de la visibilité gratuite à des restaurateurs. Mais il n'y avait pas de plateforme pour régir un peu tout cet écosystème-là. Et donc, je me suis dit, je suis allé voir les restaurateurs, je suis allé voir les influenceurs en disant, si je crée une plateforme qui vous permet de,
sur les restaurateurs de recevoir des influenceurs toutes les semaines qui, en échange d'un repas offert pour 2, vont faire des stories, des publications, etc. Est-ce que ça vous tente? Et de l'autre côté, je vais dire des influenceurs, au lieu d'envoyer restaurant par restaurant des DM, demander à être invité, parce que c'est pas forcément... c'est un peu malaisant à la fin de dire ouais, du coup... Ça fait un peu michto, quoi. Ouais, ça fait un peu michto. Et je me suis dit, est-ce que ça vous plairait d'avoir du coup une plateforme où ça réunit toutes ces expériences-là et vous pouvez tout simplement réserver? Et donc du coup, j'ai très vite vu qu'il y avait un intérêt des deux côtés. Et du coup, j'ai fait un WordPress tout moche qui permettait juste de faire un proof of concept où en gros, tu cliquais pour réserver un restaurant. L'influenceur réservait le restaurant, ça envoyait un mail au restaurateur qui disait oui ou non. Donc moi, à l'époque, j'étais vraiment le concierge. Entre les deux, j'avais rien automatisé. Tu faisais tout à la main, quoi. Donc je faisais tout à la main juste pour voir si ça allait fonctionner. Et c'est là que je me suis aperçu que le concept avait du sens. Et d'ailleurs, à l'époque, Gemini, un resto italien, un de mes premiers clients, le directeur, Ben, c'est celui qui est devenu mon associé sur Gruppo Mimo. Ok. Voilà, et c'est un restaurant chez les Mini que moi j'habitais au-dessus, donc j'ai vu la différence d'influence avant et après Emblème. Et c'est un restaurant qui devait fermer à la base, et au final, ça a cartonné. Ils en ont ouvert 3 autres les 2 années suivantes. Et donc je me suis dit, il y a un vrai sujet, mais je me suis dit, en fait, le problème, c'est que, on envoie de la visibilité sur des pages, via les influenceurs, sur des pages Instagram de restaurants qui ne sont pas jolies. Donc la conversion va pas être idéale et on peut améliorer la conversion en faisant des jolies pages, etc. Et je me suis dit, en plus, il faut que j'ai du cash pour développer la plateforme et qu'en gros, le WordPress tout moche puisse devenir une vraie application. Sauf là, à ce moment-là, le business model, c'est quoi? Donc je suppose que tu lances ton POC, au début, c'est gratos pour tout le monde, tu testes, etc. Ouais. Et après, le modèle, c'est quoi? C'est qu'en fait, le restaurant paye pour avoir, on va dire, accès au service et accès en fait à ton pool d'influenceuses, influenceurs que tu as sur la plateforme, quoi. Exactement. C'est genre un abonnement mensuel, c'est quoi? Ouais, c'est 100 ça. balles, 200 c'était ça. balles, Alors à l'époque, je l'avais vendu 500 balles par mois. Ok. Et en gros, ça me permettait de recevoir des influenceurs tout le temps. Bon, à l'époque, je faisais les reportings sur Word à la main, etc. Mais parce qu'au début, comme j'étais vraiment tout seul, je faisais la compta, j'ai appris à faire de la photo, du coup, parce que quand j'ai lancé le service de community management, en gros, je vendais des packages. On gère et on développe vos réseaux sociaux, on prend les photos, on poste, etc. Et en plus, on vous envoie des influenceurs. Donc, c'était un package community management et application influenceur. Et ça me permettait d'avoir, de faire du service. Je faisais tout seul, donc forcément, je faisais de l'EBITDA et ça m'a permis de pouvoir réinvestir ce cash dans le développement de l'application. Et en gros, du coup, je me suis fait virer en 2016 de la finance parce qu'ils ont appris que j'avais une autre boîte. Ah, est-ce que tu faisais ça en parallèle de ton taf? Je faisais en parallèle de mon taf. Mais je faisais ça le midi, le soir, les week-ends. Et en gros, il y a une loi en France qui dit qu'une personne qui monte une boîte, tu peux pas le virer en dessous de 1 an d'existence de la société. Sauf que eux, comme c'est des contrats américains, ils ont des clauses très abusives. J'avais le droit strictement de rien avoir à côté. Même une SCI, j'avais vraiment le droit d'investir dans rien, que dans le boulot. Et ils étaient très contents de moi. C'est juste qu'un jour, ils ont pris une RH qui a fait le tour de tout le monde et de tous les dossiers. Elle a vu que j'avais des trucs à côté. Et du coup, du jour au lendemain, ils m'ont baladé. Mais ce qui est très bien, parce que ça m'a permis de me dire, ok, let's go, on y va à fond, quoi. Ouais, plus le choix, ouais. Donc en fait, Emblème s'est développé comme ça. Et donc Emblème réunissait community management et application influenceur. Et ensuite, on a décidé en fait de séparer les deux et que Emblème devienne un vrai SaaS qui permette aux restaurateurs, aux hôtels, à toutes les personnes qui offrent des expériences de recevoir des influenceurs. Et l'idée, c'était de développer justement le produit. C'est de développer le produit pour pas faire que de l'influence, mais justement aller automatiser le community management avec des créateurs de contenu en plus. Rajouter des briques, on va dire, des fonctionnalités pour en gros avoir un produit all-in-one pour le marketing, en gros pour le retail, quoi. Et en fait, là au début, tu avais monté ça sur un WordPress dégueulasse à la main, machin. Exactement. Et tout. C'était quoi la deuxième étape? C'est quoi? Tu as fait une web app ou tu as fait une appli? J'ai fait une web app. Ouais. Et ensuite, j'ai développé en React une vraie app. Mais au début, c'était une web app. Ouais. J'ai fait donc en fait, Emblème, ça fait quand même un petit moment. Parce que là, on est quoi? En 2016? Ouais, on est en 2016. Donc ça fait, en gros, Emblème, c'était devenu... Enfin, l'application, c'était devenu qu'on a développé avec le cash de l'agence. C'était devenu vraiment un outil pour scaler l'influence en interne. C'est-à-dire qu'en gros, on est monté, je crois, à 500 ou 600 clients sur l'agence. Parce qu'on vendait avec des abonnements pas chers, du community management plus de l'influence. C'était quoi? C'était genre, donc tu disais 400-500 euros par mois? Ouais, c'est ça. C'était entre 500 et 1000 euros par mois, en gros, pour avoir du community management et des influenceurs. Ouais. Ce qui, à l'époque, n'était pas du tout cher. Parce que c'est le prix, en fait, les gens prendraient un stagiaire en fait, pour faire ça. Oui, exactement. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que du coup, on a scalé ça.
Et l'agence, du coup, a permis en fait, que ça devienne une web app et ensuite du React. Et en fait, on commercialisait pas l'application en dehors des clients de l'agence, en gros. Et c'est en commençant un petit peu à le faire à la fin qu'on s'est dit, mais attends, c'est dommage, on vend l'application toute seule 500 €, c'est 10 fois plus scalable qu'une agence, parce qu'une agence, plus t'as de clients, plus t'as de monde en interne. Et plus, du coup, tu prends tout ça, te prend du temps, quoi. Ouais, exactement, il faut changer de bureau, enfin nous on a changé de bureau 10 fois, etc. Et alors moi je me suis dit, en fait, l'agence, on va arrêter de faire du volume, on va aller chercher des plus gros clients et faire moins de clients, et pour pouvoir avoir du budget et du temps pour aller encore plus loin dans les stratégies. Et du coup, on s'est dit, comme on arrive quand même à vendre une application, qu'il y en ait 100 ou 500 des clients, en fait, on a la même équipe, et qu'on arrive quand même à la vendre dans les 500 €, on s'est dit, autant aller développer à fond l'application. Du coup, on a fait un petit site, un pré-site de 700 000 € pour, en gros, recruter une équipe, racheter le code source, parce que je l'avais développé avec un freelance, donc racheter le code source, et prendre un CTO et commencer à construire une vraie boîte à part entière et vraiment détacher là, l'agence c'est bon, ça, et l'application. Et ça, c'était en septembre, non, c'était en septembre 2020. Ah oui, donc c'est plus récent là, du coup. Ouais, exactement. Donc ça fait 2 ans qu'on a vraiment séparé l'agence de l'application. Donc là, full BA, le Précide, etc. Ouais, c'est ça. En gros, c'était BA, Love Money et clients. Il y a pas mal de clients qui ont investi. BA, Business Angel pour ceux qui l'ont pas. Ok, donc là, ça te permet et là, tu sors du coup, tu sors le SaaS, donc emblème de l'agence, quoi. Exactement, tout à fait. Donc là, tu en crées du coup une vraie boîte avec un SaaS, etc. Ouais. Et tu gardes l'agence et c'est à ce moment-là que tu rebrandes l'agence du coup. Exactement. Ça s'appelle Barracuda. Ouais, tout à fait. Et en fait, tout simplement, Emblème, on a laissé le nom Emblème sur l'application parce que c'était là où il y avait le plus de monde qui connaissait, on va dire, avec un gros réseau de créateurs, d'influenceurs sur la plateforme. Donc on a préféré changer l'agence que l'application. Ouais, clairement. Ok, très bien. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir après, etc. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est à ce moment-là, c'est qu'on est en plein Covid. Donc déjà, en fait, toi, ça doit être la merde pour tes business puisque les restos sont fermés. Complètement. Et là, tu te dis que, quitte à être dans la merde, autant essayer de monter un resto, c'est ça, du coup en fait, en gros, on a été dans la merde, mais au final, pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de restaurants qui ont dû avoir de la visibilité en ligne, parce qu'après, etc. du coup, ils faisaient le click and collect. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup quand même de gens... Il y a peu de restaurants, au final, qui ont fermé complètement. Ouais, en tout cas, sur notre base de clients. Et donc, du coup, il y a quand même pas mal de clients qui restaient live et du coup, qui avaient besoin d'avoir de la visibilité, parce que ils étaient fermés et le seul endroit où ils pouvaient avoir de la visibilité, c'est les réseaux sociaux. Donc du coup, on a quand même continué à vendre, on a quand même continué à bosser. Et j'avais aussi créé en parallèle, Sauve ton resto, une petite plateforme qui permettait en gros d'acheter en voucher son prochain repas en avance, en mode invitation. Et du coup, ça permettait de donner du cash au restaurant pendant le Covid, parce que c'est vrai qu'il y a plein de restaurants qui n'ont pas eu tout de suite l'aide en fait. Et je sais plus comment ça s'appelle déjà, le PGE. Ouais, PGE. Qui n'ont pas eu tout de suite leur PGE et qui devaient payer les loyers, les salariés, etc. Et donc, du coup, ils avaient des trous de trésor et on a réussi à faire le pont grâce à ça. Alors, pas sur tous les restaurants en France, mais on a aidé quelques centaines, donc c'était très cool. Et ouais, donc le Covid, c'était quand même une bonne tempête. Hein. On a pris quand même cher parce qu'il a fallu tout réorganiser, etc. Mais ça restait une période intéressante parce que ça a vraiment montré l'intérêt du digital dans la restauration. Et ça nous a aussi permis de se dire que on souhaitait avec l'agence aller sur des clients qui étaient autres que la restauration. Donc ouais, c'était compliqué, mais ça a permis de travailler, enfin de resserrer encore plus les rangs, parce que je trouve que quand tu as des événements comme ça, les gens qui restent sont encore plus loyaux et résilients à la suite de ce genre d'événements. Donc c'est vrai que ça. T'as combien de personnes à ce moment-là dans l'agence? Là, on était une trentaine. On est toujours resté à peu près une trentaine. Ouais, on est toujours été à peu près une trentaine. Et ouais, on était. Alors il y a forcément une partie de l'équipe qui était en chômage partiel parce que il y avait quand même une baisse d'activité. Mais ça a quand même permis au final d'accélérer, je trouve, l'intérêt des réseaux sociaux pour la food. Parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au tout début, je faisais les food hôtel tech, je faisais les salons tout seul, en disant que les réseaux sociaux c'était important pour les restaurants. C'est vrai que si j'avais pu avoir un timelapse des gens, de l'influence des gens et des visites sur les stands il y a 5 ans et maintenant, ça n'a strictement rien à voir.
les réseaux sociaux sont devenus un outil indispensable c'est devenu vital, un outil vital pour le développement d'un restaurant. Alors qu'au début, c'était vraiment vu comme un petit bonus, quoi. Et donc du coup, toi, tous tes clients, c'est des restos, etc. Ouais. Donc je suppose que en fait, si tu te lances dans tout ça, c'est que tu as un affect peut-être déjà particulier pour le resto, avec, je pense, comme beaucoup de gens, dans ta dream list, avoir mon propre restaurant, etc. Ouais, complètement. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, à quel moment, du coup, tu prends cette décision. Est-ce que tu t'associes, je suppose, tout de suite? En fait, c'est Benoît. Comment tu choisis la marque, comment tu choisis le positionnement, etc. Enfin, tout ce cheminement qui est hyper important. Et comment tu l'as pris, du coup? En gros, Benoît, moi j'ai toujours adoré la bouffe italienne, etc. J'ai toujours adoré l'Italie, donc j'ai toujours kiffé cet univers-là. Et en gros, Benoît, qui était du coup un de mes premiers clients sur Emblème, qui lui était directeur d'un restaurant qui s'appelle Gemini, donc c'est des restos italiens. Et du coup, pas proprio, il était juste directeur du resto. Directeur. Etc. Il avait été ensuite associé dans un des restaurants dans le 6e. Mais il est parti parce que la direction que prenait le groupe, ça lui convenait plus et il avait envie de se lancer seul. Il avait été avant chez Livio pendant longtemps, donc il a été, on va dire, une quinzaine d'années dans la restauration italienne. Sa femme est sicilienne, le meilleur ami de sa femme, Pietro, qui est donc notre chef, et qui est sicilien aussi. Ah, il est quand même arrivé avec tout le package, quoi. Donc en fait, tu avais quand même pas mal de clés en main pour aller plus vite, quoi. C'est ça. En gros, il m'a dit, viens, on monte un resto italien. Je lui ai dit, écoute, why not? Moi, je sais pas gérer de resto, mais je sais les remplir. Donc, si tu veux, on monte ça ensemble. Tu prends, toi, tu gères l'opérationnel du restaurant et moi, je vais gérer de ramener du monde. Sur le papier, du coup, c'est parfait. Voilà. On se dit, en gros, aujourd'hui, c'est produit et acquisition, quoi. En global. Donc, on s'est dit, toi, tu gères le produit, moi, je gère l'acquisition. Et ce qui est bien, c'est parce qu'en plus, dans cet univers-là, c'est vraiment deux métiers qui sont très différents, quoi. Ok. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient de monter un resto. Alors, encore une fois, entre le rêver et le faire, il y a un monde. Mais en fait, déjà, je pense qu'il y en a plein qui passent peut-être pas à l'action parce que ils se disent qu'il y a une montagne. Alors, certes, ça peut être une montagne, mais en fait, si tu vois le chemin pour aller au sommet, c'est déjà plus facile. Donc, toi, est-ce que tu peux expliquer, du coup, c'est quoi un peu le pattern, c'est quoi un peu toutes les étapes qui se passent entre le moment où tu tapes dans la main de ton associé et le moment où en fait vous faites l'inauguration. Ouais, carrément. Bon, en gros, moi déjà on a eu quand même de la chance, c'est-à-dire qu'on a eu, je l'appelle pas de la chance parce qu'on a quand même eu l'audace de le faire et à l'époque en fait il y avait aucun restaurant qui se montait pendant le Covid. Et en fait nous on a eu la bonne opportunité d'arriver sur un marché où normalement à Paris des restaurants il y en a qui s'ouvrent genre tous les jours, quoi. 20 toutes les semaines qui s'ouvrent et des trucs trop cool, etc. Et donc en gros quand tu ouvres dans une période normale d'activité, etc., tu as beaucoup moins de visibilité. Là, comme il y avait absolument personne qui couvrait des restaurants, en fait, et que tout le monde était sur son téléphone pendant le Covid, il y a les dropshippers, tout le monde s'est gavé, en livraison, tout le monde s'est gavé. Tous les gens qui marketaient et qui faisaient du e-commerce ont fait beaucoup d'argent pendant le Covid parce que tout le monde était sur leurs réseaux sociaux. Et dans la restauration, il n'y a aucun restaurant qui se montait, donc pas de restaurants investissaient vraiment de l'argent en ads, etc. Et donc du coup, le fait que nous, on investisse dès le début en ads et qu'on soit les seuls à ouvrir le restaurant, ça nous a permis un peu d'avoir une opportunité de marché en disant on arrive sur un marché où tout le monde se tait, donc même si on chuchote, les gens ils vont nous entendre. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Et en gros, les étapes pour monter un restaurant, en gros, c'est déjà d'aller sur un marché qui est assez large. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent en me disant « Tiens, je vais te parler d'une idée, mais il faut que tu en parles à personne. On va faire des burritos salades, je sais pas quoi. » Et en fait, les gens veulent trop inventer des choses. Après, voilà, si tu as une passion pour le burrito salade ou je ne sais quoi, tu montes ça parce que tu es passionné de ça. Tu veux faire, par exemple, un restaurant d'escargots, si tu es passionné de ça, tu le fais parce que tu es passionné. Mais si tu fais un restaurant, au-delà d'être passionné, pour pouvoir faire une grande enseigne, te développer, etc., il faut quand même aller sur un marché qui est très important. Et du coup... Et là, il n'y en a pas 36. Soit la brasserie française classique, soit justement, comme tu dis, restaurant italien, soit sur l'asiatique. C'est ça. Enfin bref, il y a peut-être une 6-7 concepts mainstream, en fait. Ouais, complètement. Et donc, du coup, déjà, il faut choisir entre les 6-7 gros marchés, aller sur ces marchés-là parce que, en fait, c'est tout simple. Il faut traiter ça comme une start-up. Si tu veux, en gros, que ton restaurant il marche, en gros, si tu veux qu'un business marche, il faut que le coût d'acquisition de tes clients, avec le rapport de ce qu'ils te rapportent sur, par exemple, la vie de leurs clients,
C'est-à-dire que, je sais pas, un mec qui va venir pendant 3 ans chez toi, et il va venir 3 fois par an chez toi, il va te rapporter tant d'argent. Donc, c'est On appelle la LTV d'un client. Ouais, c'est ça. Donc en gros, tout ce que va te rapporter un client et le rapport que ce client t'a coûté, en fait, c'est ce qui fait que ta boîte elle est bien ou pas. Donc plus ton rapport entre le coût d'acquisition du client et ce qu'il te rapporte est élevé, et c'est ce que regardent tous les investisseurs, les VC, etc. sur un business, plus ce rapport est important, plus le business est valorisé. Et donc du coup, en fait, faut aller dans des concepts, si tu veux faire de la food d'un restaurant, où tes clients peuvent venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois par mois. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, en fait, t'as beau aimer les escargots, tu vas pas y aller tous les 2 mois, quoi. Exactement. Et en fait, vu que en gros, si tu as un concept où les gens ils viennent très souvent, parce que la food française, la food italienne, asiate, etc., c'est des types de food que tu consommes régulièrement, et ça rentre dans tes habitudes. Donc une fois que tu rentres dans les habitudes de tes clients, en fait, ta LTV, donc la valeur de ce qu'ils te donnent tes clients, va être très élevée. Ce qui te permet en gros d'avoir un coût d'acquisition où tu peux investir plus que les autres pour aller acquérir tes clients. Et en fait, aujourd'hui, le marché de la food, ceux qui sont sur les 6, 7, 8 concepts sur lesquels tu ramènes beaucoup de gens, donc la LTV est importante, eux, ils investissent pas pour aller chercher des clients. Donc en gros, nous, on est dans la position, avec ce qu'on fait, où on a une grosse LTV et on investit plus que les autres pour aller les acquérir. Parce qu'on sait que derrière, on s'en fiche de payer plus cher un client, parce qu'on sait que derrière, il va revenir avec le produit plaît, quoi. Et sans te spoiler, en fait, c'est pour ça que là, je pense que là, tu t'as donné un peu la première brique du pattern. Ouais, c'est ça. Et ce qui sera peut-être la deuxième ou la troisième, c'est qu'après, il faut évidemment que le produit soit excellent et que l'expérience soit excellente. Parce que si tu t'es cassé, parce que tu gagnes sûrement peut-être pas d'argent sur le premier repas que fait ton client, mais tu vas commencer à gagner de l'argent sur le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite, quoi. Ouais, et c'est vraiment le triptyque. En gros, tu as cash, parce que mon cash is king et il faut du cash pour te développer, produit et marketing, quoi, acquisition. Donc en gros, ça revient au triptyque que tu as dans toutes les boîtes et dans toutes les startups. C'est que pour investir, pour aller chercher des nouveaux restaurants, parce que ce qui permet de faire plus de CA, il faut du cash. Et pour du cash, il faut que ton produit fasse revenir les clients, etc. etc. Donc en gros, tu as ces triptyques-là. Une fois qu'en fait, ce modèle-là, tu l'as fait ton BP, tu l'as modélisé, tu te dis ce secteur-là, il est là, ce marché, il a cette taille-là, tu vois ce que les autres font pas bien, ce que tu peux faire de mieux. Une fois que tu as ton modèle et que tu crois en ton idée, ensuite tu vas monter le produit. Donc c'est trouver un restaurant. Donc il y a plusieurs moyens de trouver un restaurant. Soit tu peux faire de la location-gérance, c'est ce qu'on a trouvé nous au début quand tu n'as pas de cash. C'est en gros la location-gérance, ça te permet de louer un restaurant sans payer le prix du fonds. Ok, c'est ça qu'on entend souvent, on entend droit au bail, fonds de commerce, pas de porte. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi un peu la différence entre tous ces mots de vocabulaire, tous ces concepts, etc. Carrément. En gros, la log-gérance, il y a en gros log-gérance, log pure, donc location-gérance, location pure, ou ensuite achat de fonds de commerce. Donc en gros, la location-gérance, ça te permet en gros de... Alors location-gérance, ça veut dire qu'en gros, le fonds est à vendre. Par exemple, ton fonds, tu as un restaurant qui vaut 300 000 €. Le mec, tu lui dis, j'ai pas 300 000 € aujourd'hui, mais par contre, je veux bien te faire de la location-gérance. Ça veut dire qu'en gros, tu as une option d'achat dans 2 ans qui te dit que tu achètes 300 000 €. C'est comme une LOA en fait, avec les voitures, quoi. Et à partir d'aujourd'hui, tu payes le loyer. Donc le loyer qu'en gros, le mec doit au bailleur. Et donc le restaurant ne t'appartient pas directement, c'est en gros le mec qui te sous-loue le restaurant et tu payes en fait, tu payes en gros une partie du fonds tous les mois. Donc je sais pas, tu as un loyer à 5 000 balles par mois et ensuite tu vas rajouter une redevance de 5 000 € par mois qui sera déductible à la fin du prix du restaurant. Okay. Donc ça c'est la location-gérance. C'est assez dur à trouver mais c'est ce qui te permet vraiment de te lancer quand tu n'as pas d'argent. Sans avoir besoin d'aller voir une banque, sans amener d'apport, etc. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, si on veut avoir une banque, par exemple, là, reprendre par exemple là, ce cas où le fonds de commerce est à 300 000 €, c'est quoi un petit peu la norme? La banque, elle te demande d'arriver avec un concept et avec un apport, je suppose. Généralement, aujourd'hui, c'est 20-30% d'apport pour aller chercher en gros Donc en grosso modo, il faut arriver avec quasiment 100 000 €, mettre sur la table. Ça. Chose que tout le monde n'a pas en effet quand tu lances un resto, quoi. Et du coup, nous, pour te dire, avec Ben, on a lancé ça avec 20 000 € chacun, quoi. Donc on a pu mettre le pied à l'étrier en ayant peu de cash à mettre. Ensuite, à la location pure. Donc en gros, là,
C'est un loyer qui la loc pure, en gros, c'est un loyer. T'achètes pas le fond, mais par contre, le loyer est beaucoup plus gros. Ouais. Par exemple, là, les mecs de Bordeaux. C'est plus agile, du coup. Ouais, c'est ça. Les mecs de Bordeaux, ils ont trouvé. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, après la location gérance, on a fait la location pure. Parce que ça faisait 3 mois qu'on avait monté le concept, donc on n'avait pas encore beaucoup de cash. Et donc, on a fait une location pure. Donc, le loyer est plus cher, mais au moins, t'as pas le fonds à payer. Et c'est ce que d'ailleurs nos franchisés à Bordeaux, ils ont peut-être trouvé une location gérance. Ils m'ont dit, du coup tu m'as donné leur contact, je leur ai parlé, et ils m'ont dit qu'ils faisaient pas mal de visites là. Ouais, carrément. Et Ben y a été là mardi. Et donc en gros, la location pure, c'est t'as pas de fonds de commerce. Donc en gros, t'as un loyer qui est plus élevé, généralement 2 fois plus élevé que si tu achètes un fonds de commerce. Mais quand t'as pas de cash et que tu sais que ton concept il va marcher, bah, c'est le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, bah, tu as l'achat du fonds de commerce classique où bah, là, tu as un loyer qui est plus petit, mais va falloir mettre plus de cash sur la table, quoi. Et en fait, encore quelque chose de différent, c'est-à-dire que quand tu achètes le fonds de commerce, tu n'achètes pas les murs. Ça, c'est encore l'étape d'après, quoi. C'est ça. Là, quand tu achètes, là, c'est vraiment, tu as beaucoup d'argent, tu achètes le mur, comme ça, tu te fais même pas de loyer, quoi, en fait. Après, tu peux te verser un loyer et puis faire des montages pour ta holding, etc. Mais en gros, oui, le truc de dessus, c'est tu achètes le fonds de commerce plus les murs. Mais généralement. Mais peu le font, ça, je suppose, quoi. Peu le font, ça, du coup, d'acheter les murs. Oui, bah oui, non, c'est sûr. C'est pas McDo qui fait ça, du coup. Si, c'est McDo qui fait ça, ouais. Et pour leurs franchisés, typiquement, ils achètent les murs de leurs franchisés. En fait, McDonald's World Company, c'est un business immobilier. Ah oui, complètement, ouais. Bah oui, parce que c'est comme si nous, en gros, on disait Groupe Mimo, bah tiens, à Bordeaux, on t'achète des murs et on te met locataire, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, comme ça, tu sais que t'as ton patrimoine qui se nourrit et naturellement, t'as rien à faire, quoi. Ouais, complètement. Et en plus, tu prends une com. Bah oui, c'est sûr. Et ça, il faut avoir de très très gros fonds parce que pour acheter les murs, alors. À Paris, j'en parle même pas, mais même dans une ville comme Bordeaux, là, c'est le fonds de commerce, c'est pas 300 000 euros. Non, là, il faut arriver avec 700, 800 000 euros. Ouais, carrément. Donc, en fait, là, il faut être assez lourd. C'est ok, ça. Donc ça, du coup, c'est là, on va dire, une fois que tu as trouvé ton concept, etc., est-ce que tu sais ce que tu veux faire. Oui. La deuxième étape, qui n'est pas des moindres, c'est de trouver le lieu. Oui. Parce qu'en plus, donc là, il y a tous les mécanismes dont tu viens de nous parler. Oui. Mais en plus, il faut choisir le bon endroit. Ouais, ça, comment tu sais, c'est quoi un peu les 2-3 tips que tu peux donner pour dire... Ça, c'est un bon endroit pour ouvrir un resto. Ouais, carrément. C'est quoi les 2-3 trucs à cocher, quoi? Après, t'as toujours... Alors, en vrai, le bon emplacement, typiquement le bon emplacement de ce qu'on parlait des Auvergnats à l'ancienne, à Paris, d'acheter des ronds-points et d'avoir des très gros flux, en fait, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des emplacements numéro 2, numéro 1 bis, numéro 2. Donc, en gros, c'est numéro 1, c'est max emplacement. Numéro 1 bis, c'est... un peu moins bien, numéro 2, en gros, ils parlent comme ça, les agents IMO. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un emplacement numéro 1 pour avoir du succès. Parce que justement, les réseaux sociaux te permettent de devenir un endroit de destination et pas juste de passage. Okay. Maintenant, si tu as le passage en plus, c'est top, mais forcément, ça coûte plus cher. Parce que ça, justement, je te fais juste une parenthèse là-dessus. Ouais. Est-ce que toi, tu arrives à traquer ce chiffre? Donc, par exemple, sur une semaine type, tu as fait X couverts. Combien en fait sont venus là parce qu'ils étaient de passage et se sont dit tiens, ça a l'air pas mal, et combien sont venus là parce qu'ils voulaient venir chez Groupe Mimo? Bah en fait nous on réserve toujours une partie du passage dans les réservations. Donc en fait je crois qu'on laisse 20% de passage en tout. Ok. Donc la ça qu'à 80% toujours... tu dis que t'es complet quoi. Ouais, c'est ça. Quand il y a les résas au téléphone. C'est ça. Okay. Et ça permet quand même de pas décevoir à chaque fois les gens qui viennent de passage dans le quartier en disant bah non c'est complet. Ouais, ok. Et du coup bah en gros qu'est-ce qu'un bon local aujourd'hui? C'est bah après moi c'est parce que c'est ma spécificité Groupe Mimo, mais j'aime bien avoir un grand linéaire pour avoir une grande façade, pour être visible de l'extérieur, pour tout de suite plonger le regard des gens qui passent dans la rue, dans le restaurant. Il y a après tout ce qui est luminosité, tu vas avoir des espaces assez grands, assez hauts, pareil pour avoir des grandes ouvertures pour permettre d'avoir des lieux lumineux. Moi, j'aime bien avoir des lieux qui respirent, des lieux qui sont assez ouverts sur l'extérieur, parce que ça permet d'aspirer un peu plus le passage. Ensuite, c'est bien de toujours faire attention ça coûtera moins cher en masse salariale d'avoir uniquement un rez-de-chaussée. Tous les restaurants qui ont des étages, il faut au moins mettre 1 ou 2 runners, donc les personnes qui servent, en plus. Donc ça alourdit la masse salariale. Parce que sur plusieurs niveaux, un restaurant, c'est très compliqué à travailler. Par exemple, là, les mecs de Bordeaux, ils avaient vu un immeuble, ils voulaient faire un immeuble Groupe Mimo. J'ai dit, sur 4 étages, vous allez exploser la masse salariale, parce qu'en fait, les mecs, en plus, c'est une pénibilité pour les équipes, de monter l'escalier, descendre l'escalier, monter l'escalier. Ouais. Et en fait, voilà, avoir des espaces assez grands, bien ouverts sur l'extérieur, en rez-de-chaussée si possible. Et puis après, regardez, voilà, le quartier.
c'est pas parce qu'il y a beaucoup de flux que c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours faire attention à se dire qu'il y a le volume de flux, la quantité des gens qui passent devant le restaurant et ce qu'ils ont et leur porte-monnaie. C'est-à-dire que par exemple, moi j'avais visité un gros restaurant à Saint-Michel, tu as beaucoup de volume, tu as beaucoup de touristes, etc. Mais tu te dis, déjà, il y a beaucoup de touristes et beaucoup d'étudiants. Les étudiants n'ont pas forcément l'argent pour manger 4 fois par semaine au restaurant. Et les touristes, il y a un problème à Paris, il n'y a plus personne. Donc en fait, c'est des quartiers qui sont quand même... Tu vois de dehors, tu dis « Ah, trop bien, il y a trop de monde ». S'il y a un problème économique, social, etc. dans le pays, en fait, c'est flingué. Et les étudiants, ils n'ont pas un gros pouvoir d'achat. Donc en fait, le flux, il faut comprendre le flux et la clientèle. Ouais. Donc il faut regarder les quartiers, voilà, le pouvoir d'achat des quartiers. Donc, par exemple, le 92, c'est une bonne zone. Vous faites midi et soir, toujours? Ouais, midi et soir, ouais. Parce que des fois, il y en a, c'est plus le midi, c'est parce que c'est des restaurants plutôt de bureau, parce qu'il y a beaucoup de passages de gens qui... Mais bon, exactement. Vous n'êtes pas c'est pas trop de la restauration rapide, comme quand si tu viens manger au Groupe Mimo, il faut bien te poser une demi-heure, 3 quarts d'heure. Carrément, ouais. Et c'est midi et soir. Et moi, un bon emplacement, c'est un mixte. C'est-à-dire que à la fois, alors, ça dépend aussi des concepts. Par exemple, tu prends un label ferme, dans lequel est investi aussi notre fonds, eux c'est que midi, que semaine quoi. Donc eux ils ont 2 heures, 2 heures et demie d'activité tous les midis par semaine. Et ça déroule quoi. Eux ils se mettent rue de la Boétie dans le 8e, ils se mettent vraiment que sur du bureau. Nous on fait bureau plus habitation, donc on a un mixte. Donc on essaye de se placer à la fois sur des zones qui ont des bureaux et ont aussi du passage... C'est ça, parce que là on est juste à côté de rue de la Boétie et en effet là, quand je suis arrivé ici là, à midi, je voyais c'était que des queues dans la rue avec plein de mecs en costard, etc. Donc c'est vraiment des restos de midi quoi. Exactement. Et nous on essaie quand même de faire les deux pour avoir du monde le soir, le week-end et aussi le midi. Et tu vois, parce que le Valois on est bien parce que le Valois c'est la ville la plus dense de France, tu as la moitié qui vient du bureau et la moitié qui est en résidence. Donc, du coup, ça fait un bon mix qui te permet d'être. Et en plus, avec un pouvoir d'achat intéressant. Tous les jours. Ouais, exactement. Et donc, du coup, la qualité, donc l'emplacement, la structure de l'établissement, du restaurant, comment c'est fait, et la qualité du flux où t'es. Et après, avoir une rue quand même un minimum passant, parce que faut pas non plus se mettre dans une voie sans issue où personne va à ton restaurant. Mais voilà, faut vraiment regarder la qualité du flux et la qualité du local. Parce que avoir des grandes ouvertures, des grands linéaires, des angles, etc., c'est important pour attirer le regard et attirer les foules. Quoi. Donc là, on a vu un peu toutes les choses un peu opérationnelles à cocher quand tu montes ton resto. Maintenant, on va rentrer dans les trucs un peu plus sexy, un peu plus glamour. C'est du coup le choix de ta marque, le choix de ton concept et en fait toute l'expérience client que tu vas faire naître. Parce que moi, je suis encore jamais allé chez Groupe Mimo, tu vois, il faudra vraiment que j'y aille. Donc, je pense que la première fois que j'y aille, c'est peut-être à Bordeaux. Donc, par contre, tous les gens que je connais qui ont été, ils me disent la bouffe est incroyable, etc. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, on vous compare souvent à Big Mama. Ouais. Parce que c'est vrai que chez Big Mama, la bouffe est excellente. Ouais. Mais les gens parlent presque plus de l'expérience que de la bouffe. Ouais. Et je crois que vous, c'est un peu un choix que vous avez également fait, quoi. Ouais, complètement. En gros, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient après le Covid que les gens voulaient plus sortir, etc. Mais en fait, le restaurant s'est passé de la fonction de nourrir les gens à la fonction de les entertain. C'est-à-dire qu'en vraiment, faut que le dîner, faut que ton restaurant, quand tu le fais, tu aies une expérience qui te dise qu'au-delà de te nourrir, t'aies de la bonne musique, t'aies un beau décor, t'aies une équipe cool, et que ça devienne une expérience globale et pas juste une fonction de le restaurant nourrit les clients et merci, au revoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les groupes qui réussissent bien et qui se différencient, c'est justement les marques qui vont vouloir créer une marque, justement. Et moi, c'est ce qu'on a voulu vraiment faire avec Groupe Mimo, c'est créer une marque qui n'est pas forcément qu'une marque food, mais qui est une marque globale et qui vit pas uniquement entre les 4 murs de son restaurant. C'est une marque lifestyle, quoi. Exactement. En fait, Donc, c'est faire des burrata shows avec des live musique, c'est faire un jour des festivals, du merch, etc. Et donc, c'est vraiment d'essayer de créer une marque cool où les gens s'identifient et de pouvoir, du coup, créer une expérience où les personnes, un peu comme je te parlais tout à l'heure de la TV avec les gens qui reviennent toutes les semaines, pareil, il faut construire des décors qui sont, on va dire, pas too much. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants, des nouveaux restaurants qui ont des concepts qui sont très boule disco, ultra rose, néon partout, etc. Parce qu'ils se disent on est dans l'air du temps, c'est trop cool, etc. Mais en fait, ça, typiquement, c'est des concepts qui sont trop agressifs pour les clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc que tu vas y aller en after work un jeudi cool, tu vas y aller 2 fois par mois,
Mais c'est pas un truc où tu te sens chez toi et tu as envie d'aller manger ton plat de pâtes 3 fois par semaine. Et du coup, en fait, l'expérience qu'il faut, pour moi, créer, c'est une expérience sur laquelle, pareil, tu te sens, t'as une bonne plâtrée de pâtes, t'as des bonnes quantités, les produits sont bons, et t'as une expérience qui te fait sentir un peu à la maison, l'équipe souriante, tu vois, on essaie vraiment de créer quelque chose où c'est cosy, et tu crées une expérience sur laquelle ils peuvent s'imaginer revenir 3 fois par semaine. Et nous, on a vraiment des clients qui viennent 3 fois par semaine c'est leur dans cantoche, les restos. Ouais, exactement. Et c'est là où tu as les meilleurs business, c'est quand tu deviens la cantine des gens. Ouais. Et c'est vrai que nous, on essaie vraiment du coup, de créer cette expérience par rapport à ce côté psychologique que j'ai des gens, de se sentir bien et de se dire je vais revenir là après-demain parce que j'ai mangé des pâtes là, je pourrais manger des pastas demain, je pourrais manger une viande là. Et la cuisine italienne, c'est celle qui se rapproche le plus de la cuisine française. Et c'est un des plus gros marchés aujourd'hui. Donc c'est vrai que on essaye de faire des concepts que les gens acceptent facilement et qui va pas être trop, on va dire, qui va pas trop être sélectif par rapport à la clientèle, tu vois. Parce que nous, on a autant des gamins de 10 ans qui nous ont vus sur TikTok qui viennent avec leurs parents que des couples de 60, 70 ans qui viennent se faire leur resto du dimanche, quoi. Et c'est le fait qu'on ait créé quelque chose de populaire comme ça qui fait que les gens, ça parle à tout le monde. Et en fait, le concept, on l'a créé, le design, etc. Parce que par rapport à ce qu'on aime nous, moi Tu t'es fait accompagner pour ça ou c'est seulement toi, je sais pas, deux, trois équipes? Alors aussi, on a travaillé avec des archis pour faire tous les 3D, etc. Donc moi, j'avais créé des mood boards. C'est plus moi qui s'occupe de la partie déco. Mais et Ben va plutôt s'occuper de la partie chantier, etc. Mais en gros, ouais, on s'est fait accompagner là-dessus. Et moi, j'ai créé un peu les restos un peu à old school, vintage, Wes Anderson, Rolling Stone, tu vois, les trucs un peu à l'ancienne, etc. J'ai toujours voulu avoir des lieux un peu old school comme ça, avec du velours, du bois, etc. Et du coup, on s'est fait accompagner là-dessus. Et on a créé un peu les concepts à l'image de... On n'a pas forcément regardé ce qui se faisait... Tu vois, on a très peu... Alors, on a fait du Pinterest pour avoir pour montrer nos idées en images, pour faire des moodboards. Quand on est à l'étape du moodboard. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je me suis pas dit, j'ai pris un restaurant, un type de restaurant en disant... ouais, tiens, je veux faire la même chose que ça, quoi. Je fais pas un Big Mama bis, quoi. Non, c'est vraiment, on voulait avoir... Ça a été une erreur, de toute façon. Ouais, et puis on voulait vraiment avoir, nous, notre truc à nous. Et les restaurants se ressemblent même pas tous, tu vois. Tu vas dans le 11e, ça n'a rien à voir avec celui de Paris 2, ça n'a rien à voir avec celui de Levallois. Donc on a vraiment essayé de créer des restaurants vraiment différents à chaque fois. Et par rapport à ce qu'on aimait sur le moment, qu'on avait envie de faire. Parfois, c'est super classique, un peu à l'ancienne. Parfois, c'est un peu plus moderne. Là, le dernier, dans le 11e, c'est un peu plus industriel. Donc on fait selon les envies et selon un peu les moods du moment. Et c'est vrai que voilà, on a créé les restaurants dans lesquels on avait envie d'être. Ok. Je pense qu'on arrive presque du coup alors l'une des dernières étapes, c'est maintenant qu'on a fait tout ça. Ouais. Maintenant, du coup, faut créer la carte, faut savoir ce qu'on va manger, Ouais. trouver les fournisseurs, etc. et tout. Carrément. Ça pareil, c'est toi qui t'en occupes ou peut-être un peu plus ton associé qui était lui, en fait, on va dire le vrai restaurateur du bio de base. Ouais, carrément. Après, en gros, l'idée, c'est une fois que tu as construit ton concept, etc., le produit, donc typiquement ta carte, ça, il faut la construire en respectant certains ratios. Donc là, on va, pareil, nous, comme on a fait la déco, on va mettre ce qu'on aime dedans. Voilà. On est assez égoïste dans le fait de développer une marque, mais au final, on développe une marque nous, dans laquelle on aimerait aller. Ouais. Donc du coup, Pietro, donc notre chef, a beaucoup aidé. Donc son père nous importe des produits. C'est-à-dire que d'entrée, en fait, quand vous tapez dans la main avec ton associé, vous savez que Pietro, ça va être votre chef, quoi. Non. Pas tout de suite. C'est la première semaine quand on a vu l'anecdote, c'est que quand on a repris le restaurant, on a repris aussi le personnel qui était dans le restaurant. On a changé la carte, on a changé les produits, tout ça. Mais quand on a allumé la tablette Deliveroo, il croyait que c'était l'alarme tellement que ça sonnait, il comprenait pas ce que c'était en fait, et c'était simplement les notifs de commande de Deliveroo quand on a ouvert la tablette, quoi. Et il pensait que c'était l'alarme du restaurant, quoi. Et ça nous a fait beaucoup rire, mais en gros, une semaine après, quand on a vu qu'il y avait beaucoup trop de volume et que c'était ingérable, Ben a appelé Pietro, qui était lui, à la base, il bossait pour un groupe Paris Society, et il est venu, il travaillait chez Noto, et du coup, il est venu pour nous dépanner, et du coup, il est resté.
Ok. Du coup, on lui a donné des parts du groupe et il est resté et ça se passe super bien. Il est super content d'être avec nous maintenant. Et du coup, c'était c'est toujours le meilleur ami de Barbara, la femme de Ben, mon associé. Ok. Donc là, du coup, maintenant, vous avez fait tout ça. Et du coup, on a fait la carte. Ouais. Donc, on a dit en gros ce qu'on aime, etc. La carte, on l'a fait aussi d'une façon assez spécifique. C'est qu'en gros, moi, je regardais sur les réseaux sociaux ce qui marchait. C'est-à-dire que je prenais des hashtags et je regardais les top plats qui étaient en top post sur Instagram. Ce qui nous permettait de voir en gros les plats qui avaient de la viralité. Et du coup, on a aussi construit la carte par rapport à la viralité des produits sur Instagram. Typiquement, un truc tout bête, le dernier exemple de ça, c'est le New York Roll, avec cette espèce de croissant en rond là. Oui, dont on parle pas partout là. Voilà, exactement. Et du coup, ça, c'est typiquement un produit qui vient d'Internet, qui vient de New York. Et quand c'est arrivé en France, je crois que c'est Frappe Boulangerie et Frappé qui l'a fait en premier. Après, tu as Bohémie qui le font et tout le monde a commencé à le faire. Parce qu'en fait, tu voyais que ce produit-là avait une grosse viralité dès que tu parlais de lui sur les réseaux. Ouais. Et forcément, parce que c'était un sujet qui traîne. Donc, à partir du moment où tu as un sujet qui traîne, que tu mets hashtag New York Roll et que tous les gens qui restent sur ça parce que ça intrigue, du coup, dans l'algo, ça va forcément te montrer. Donc, du coup, on a fait une carte aussi par rapport aux algos des réseaux sociaux, ce qu'on aimait nous et ce qui cartonnait sur les réseaux. Et donc, du coup, on a voulu aussi introduire pas mal de food show parce que, comme je te disais tout à l'heure, aller au restaurant, c'est plus juste se nourrir, c'est avoir une expérience. Donc, c'est manger avec la bouche, mais aussi manger avec les yeux, avoir du food show, avoir les pâtes qui sont préparées devant toi, écouter de la bonne musique. Enfin, voilà, et c'est vraiment d'être dans une expérience globale. Et c'est comme ça qu'on a construit la marque, en regardant beaucoup les réseaux sociaux, en mettant aussi ce qu'on aime, et en introduisant du food show parce que les gens apprécient ça. Et le food show permet aussi à tes clients de devenir ambassadeurs. Parce qu'en fait, ton but quand tu es un restaurateur, c'est que comme quand tu fais des événements, des concerts, des festivals, en gros, c'est que les gens sortent leur téléphone pour marketer le fait qu'ils sont chez toi. Et donc, du coup, c'est très important d'avoir de la belle déco, d'avoir des produits qui donnent envie aux gens de faire des stories pour montrer qu'ils sont là. Parce qu'en fait, tes clients deviennent tes meilleurs ambassadeurs. Et en plus, c'est de la portée organique qui est gratuite. 2, c'est leur cercle 1, donc c'est encore plus fort que de l'influence. Et 3, c'est te permet de créer une grosse viralité, parce que c'est du gros volume, parce que tu te dis que, je sais pas, tu sers peut-être à 1 million de personnes sur l'année, et avec des plats, tu vas passer de 5% de mecs qui font des stories quand ils viennent à 10%, tu vas tout de suite gagner 50 000 personnes qui vont marketer ta marque gratuitement, juste parce que tu as mis un plat en plus qui te permis de passer de 5% à 10%. Ouais. Et ces plats-là, généralement, c'est du food show où tu as une préparation à table. Typiquement, les pâtes dans la meule de parmesan, ce genre de choses, c'est ce qui fait que les gens sortent leur portable. Ok, donc là, du coup, on a, je pense, quasiment fait le tour. Maintenant, en fait, on arrive dans les épreuves qui sont peut-être un peu moins drôles. C'est que du coup, tu prends un lieu. Je suppose qu'il y a des travaux. Ouais. Qu'il y a tout ça. Je suppose que les travaux, ça se passe pas comme prévu tout de suite, ou peut-être pas. Peut-être que toi, t'as pas de problème. Non, c'est pareil. J'ai subi les mêmes sentences. Ouais. Non, en gros, nous, l'erreur qu'on a fait, et parce qu'on pensait que ça se passait comme ça, c'est qu'on a pris des archis qui ont tout fait. C'est-à-dire qu'on fait le dessin, les 3D, etc., de recherche de fournisseurs de matières premières et tout, et on fait le suivi de chantier. Et en fait, quand tu fais ça, il ne faut pas avoir l'architecte qui fait tout. Parce qu'en gros, c'est un peu comme dans une boîte, tu as les créatifs et tu as ceux en gros qui font la création et ceux qui vont plutôt être dans la technique et dans l'opérationnel. Dans la production, ouais. Voilà, donc c'est un peu un cerveau qui est différent. Tu vois, soit tu as un très bon créa, soit tu as un très bon mec dans l'opérationnel. Et en gros, nous, on a fait l'erreur de prendre la même personne pour tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient très bons pour les dessins, c'était très bon pour faire vraiment des restaurants canons, etc. Par contre, pour aller diriger des chantiers, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, on a subi des désavantages de ça, donc ça a pris du retard et c'était un peu plus painful que prévu pour livrer les lieux. Et donc maintenant, l'idée, c'est vraiment de faire, ce que je conseille moi, c'est tu fais des dessins avec un archi. Donc tu peux prendre des archis cool, d'adessin, etc. Voilà, tu vas te faire kiffer sur la partie dessin, recherche de fournisseurs, toute la partie avant chantier. Donc tu payes des archis qui sont forts ou fortes en dessin pour ça. Et ensuite, tu prends des maîtres d'œuvre ou des archis exés qui, eux, ont l'habitude de faire que du chantier. Donc eux, en gros, ils vont avoir le mode d'emploi du chantier, et ils vont diriger, ils vont exécuter, quoi.
Et nous, on a fait l'erreur de prendre une personne pour tout. Et du coup, dans les prochains restaurants, on essaiera vraiment de séparer ces deux parties-là. Donc là, moi, je suis toujours un peu à l'étape là, du tout premier resto, là, où on est, donc c'est ça, hein, l'hiver 2021. Ouais, exactement, février 2021, ouais. Donc en fait, là, pour rappel, Covid 2020, donc on est quand même dans une période un peu, encore un petit peu chelou. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a déjà eu la deuxième vague, mais il va bientôt y avoir une troisième vague, je crois. Ça paraît loin et pas loin à la fois, tout ça. Et donc là, finalement, un jour... vous lancez, il y a l'inauguration. C'est quand vous la faites, du coup, c'est quoi, printemps, été? Non, en gros, l'inauguration, on l'a jamais faite à Boulogne, parce que du coup, on l'a lancé pendant le Covid. Le tout premier à Boulogne? Ouais, c'était vraiment, en fait, c'était fermé, c'était ouvert que à livraison à emporter. Donc, on pouvait accueillir personne en salle. Donc au début, vous avez fait ça, vous avez commencé par ça, ok. Que emporter et en livraison. Et du coup, on a commencé comme ça. Ça a tout de suite très bien fonctionné, parce que le propriétaire d'avant, c'était 220 000 euros par an, et nous, c'est ce qu'on faisait par mois en CA. Donc, ça a tout de suite super bien fonctionné. Mais c'est vrai que c'était un peu pénible de faire que de la livraison et emporter, parce que t'as vraiment pas vraiment une salle, c'est pas vraiment un restaurant, quoi. On avait vraiment juste l'impression d'être... Mais au moins, vous lanciez, vous faisiez du cash. Ouais, carrément. Au moins, on a vu que ça a fonctionné, quoi. Et alors, attends, du coup, ce qui est intéressant, c'est, pour toi, c'est quoi les... Alors, même si, encore une fois, c'était une période un peu chelou, c'est quoi les 1, 2, 3 facteurs clés de succès? Je pense que c'est... Parce qu'en fait, c'est quoi? Tu vas me dire, c'est vous êtes bon sur la partie réseaux sociaux. En fait, vous avez été votre propre client. Ouais, c'est ça. En fait, tu as fait pour Grupo Mimo le métier que tu faisais depuis déjà plusieurs années, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en gros, il y a eu le produit plus le marketing qui a fait que ça a vraiment cartonné. C'est que les gens kiffaient, revenaient, et on avait beaucoup de visibilité. Parce qu'il y avait déjà 10 000 personnes qui nous suivaient quand on a ouvert. Et en gros, moi... Comment tu as fait pour avoir 10 000 personnes qui te suivent avant l'ouverture? De l'ADS. Ok, donc de l'ADS, de l'acquisition. En gros, j'ai l'ADS, je l'ai commencé en... J'étais en Normandie chez mes parents, j'ai commencé avant Noël, je crois. Ok. Et j'ai commencé avant Noël, j'ai fait 2-3 mois avant l'ouverture. Ok. Et donc, du coup, on a commencé assez tôt à marketer. Et du coup, tout de suite, dès le début, ça a pris et les gens nous attendaient. Il y avait une attente, en fait, j'ai créé un gros FOMO sur la marque. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a tout de suite bien fonctionné. Et qu'est-ce que tu me disais avant en fait, en gros, voilà, donc les différents facteurs clés de succès d'un beau lunch, beau lunch, par contre, lunch, c'est autre chose dans la restauration, d'un beau lancement. Du coup, c'est ça, en fait, tu avais fait un bon pré-lancement, en fait, en faisant chauffer la marque et en chauffant l'audience, etc. Donc, avec un peu le FOMO. Et après, ce serait quoi, d'après toi? Après, le produit, le fait qu'on ait le produit, les gens comme la qualité, tu vois. Est-ce que tu avais quand même, tu te servais parce que les gens pouvaient pas se déplacer, est-ce que tu faisais livrer chez des influenceurs, influenceuses, du coup de la bouffe pour qu'ils puissent eux-mêmes en parler en story? Ouais, carrément. Donc tu utilisais aussi cette cartouche, quoi. Ouais, c'est moi qui faisais. Au début, je faisais beaucoup de livraisons parce qu'on pluguait à Stewart, mais ça marchait très mal. Donc, c'est moi aussi qui faisais des livraisons. Et du coup, j'avais pas mal de demandes en influenceurs. Donc, j'allais aussi livrer les influenceurs. Mais ouais, en gros, c'est marketing. Donc, de l'ad, de l'influence, un bon produit, des bonnes quantités et pour un pricing qui est ultra fair, quoi. Ouais, grosso modo, c'est quoi un peu le prix moyen d'un plat? Alors, on va même pas dire entrée, plat, dessert, déjà, d'un plat normal chez toi? Un plat, t'es entre 15, 16 euros, 17 euros, tu vois. Ouais, donc c'est et quand en même gros, si tu mets de la truffe, tu peux monter à 20 euros. Mais, important de mettre de la truffe, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et non, en vrai, on a un premier prix, tu vois, la margarita, elle est à 12 euros, 11-12 euros. Puis les pizzas, on va monter à 21 euros, mais parce que tu as de la truffe, de la burrata. Ça reste quand même assez grand public, quoi. C'est pas du tout. Ouais, complètement. Okay. D'ailleurs, j'ai regardé les prix sur Deliveroo d'une chaîne américaine que je vais pas citer, mais qui est connue, de pizza. Et je voyais les chiffres, et je voyais les prix des pizzas, des pizzas à 25 euros, etc. J'étais là, mais. Enfin, ça m'a fait assez halluciner sur les prix. Alors, forcément, on a un tout petit peu augmenté les prix avec l'inflation, mais très raisonnablement, juste pour absorber l'inflation et pas la répercuter x3 ou x4 sur le client. Mais ouais, en fait, on a des très bonnes quantités pour le prix que les gens payent. Bon, vous, du coup, là, à l'époque où vous ouvrez, donc encore une fois, c'est une période particulière. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que la livraison, c'est quelque chose qui est important pour les restaurateurs dans leurs chiffres, etc. Vous en faites? La livraison? Ouais, totalement. Donc vous êtes avec les Uber Eats, Deliveroo, on est en exclusivité avec Uber Eats, Exclusivité à l'Uber Eats. Ouais. Donc c'est quoi en fait quand tu es en exclu?
C'est ça, c'est qu'en fait, le pourcentage que prennent ces plateformes, c'est Oui. c'est quoi quand tu prends les deux, par exemple, c'est quoi le pourcentage en règle générale? Alors, en gros, quand tu commences vraiment, tu C'est connais quoi, personne, 30%, c'est non 30%. Ouais. Ouais. Après, si tu connais un peu les gens, tu peux être à 26-27% sur chaque. Et quand tu chaque. fais une exclue, c'est vers les 20, quoi. Ouais, C'est ça. exactement. Ouais. Voilà, si on Mm. caricature, mais Ouais. même ça, les 20%, c'est quand même déjà balèze, quoi. Il faut, si tu veux être en dark, en livraison, quand tu fais que. Enfin, dark kitchen, c'est en gros les cuisines qui font que de la livraison. Si tu veux juste only livraison, etc., il faut vraiment être très bon pour aller dégager de l'argent. Ouais, ouais. Donc, nous, en fait, le meilleur modèle qu'on a choisi, c'est faire du surplace plus la livraison. Ok. Donc, c'est avoir des restaurants, comme je disais tout à l'heure, avec des très grands linéaires ou des angles, pour justement avoir un sas, une partie du restaurant, où tu peux donner les sacs au livreur sans gêner ta clientèle sur place. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est ça. Est-ce que toi, t'es le genre de resto où t'en as toujours Ouais. 4 ou 5 livreurs qui zonent Ouais. juste en face, etc., quoi. Bah, en gros, nous, on essaie justement d'avoir des doubles entrées, des angles, etc. pour pas avoir ce problème de livreurs qui sont sur la terrasse. On l'a vu au début, du coup, à Boulogne, parce qu'on faisait cette terrasse, on avait beaucoup de livraisons, beaucoup de gens sur place. Et en fait, ça fonctionnait pas, donc en fait, on a détaché la livraison Ok. vers une dark kitchen. Mais c'est un truc où la dark kitchen, tu vas faire peut-être 10-15% d'EBITDA, alors que tu vas en faire 25-30 avec un restaurant. Ouais, ok. Donc, et c'est même niveau d'énergie alors c'est moins cher de faire des cuisines, juste des livraisons. Mais en termes d'énergie, de temps, etc., c'est la même chose. Ok. Donc moi, je me rappelle, je te suivais déjà, j'avais suivi tout le lancement, etc. Ouais. J'avais vu tout du coup le succès du premier resto au groupe Mimo, etc. Du coup, quand on a ce type de succès, à quel moment, parce que tu nous as dit que tu en avais 9, donc je Ouais. suppose que le deuxième, il arrive dans pas trop longtemps. Ouais. Comment ça se passe? À quel moment on se dit, allez, vas-y, let's go, on Ouais. a un truc. Déjà, je pense que c'était peut-être l'envie aussi d'en mettre un dans Paris, Ouais. tout de suite. Bah après, oui, on a voulu être dans Paris, puis on a vu que ça fonctionnait vraiment bien. Et donc, enfin. Tu dis ce qu'on a fait, on le reduplique, quoi. Ouais, c'est ça. Nous connaissant, on s'est dit, bah vas-y, go, on a un truc, on y va à fond, quoi. Et du coup, au bout de 3 mois, on s'est dit, on ouvre le 17e. Et du Elle coup, est où dans le 17 déjà? alors maintenant, il a fermé parce qu'on a eu trop de problèmes avec les voisins, etc. Et en fait, il était trop petit, il n'était pas adapté. C'est un peu la teuf chez Groupe Mimo, ça fait du bruit, non? Ouais, non, c'est juste qu'il y a beaucoup de clients, donc les gens attendent, font la queue, Ouais. font du bruit. Et puis le problème, c'est que les gens à Paris, ils achètent des appartes à 20% en dessous du marché, au-dessus des restaurants, et puis après, ils se plaignent qu'il y a des restaurants en bas, quoi. Ouais. Donc le problème, c'est que bah voilà, ça faisait du bruit, ça gênait les gens, etc. Puis en plus, et en fait, la livraison, on l'a déplacé à Levallois, dans notre nouveau restaurant. Puis ce restaurant était trop petit pour, en gros, pour le volume de clients qu'on a. Donc c'est comme le premier à Boulogne qu'on a eu, on l'a rendu, on a pris plus grand. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme les dark kitchen, c'est autant d'énergie que tu es à un 20 couverts ou 100 couverts, sauf que la différence des bidas à la fin, elle est Ouais. énorme. Donc toi maintenant tu vas donc, prendre du en coup- fait seulement des grosses places, quoi. Ouais, exactement. Bon, on essaie, en gros, notre modèle, c'est de prendre entre 80-90 couverts et 150 couverts, quoi. Terrasse et Avec intérieur une- compris. non, avec une terrasse, ça c'est que en intérieur. Avec Ouais, plus une Parce que la terrasse c'est du bonus, quoi. Parce Ouais, que carrément. rappelons qu'on est à Paris et que Oui. du coup on peut pas toujours être en terrasse. C'est ça, exactement. Et du coup, ouais, voilà, on a ouvert le 17e très rapidement parce qu'au bout de 2-3 mois. Et du coup, on a fait du cash, on a ouvert du coup juste des dark kitchen parce que c'est en capex. Donc le capex, en gros, c'est ce que ça te coûte de monter un restaurant. Donc c'est vraiment les travaux plus le fond et tout. Donc le capex forcément d'une dark kitchen, c'est beaucoup moins cher. Ça nous permettait d'ouvrir C'est ça de que t'as nouvelles monté des cuisines. groupes Mimo en dark kitchen. Ouais, Là exactement. où là tu peux pas venir manger, c'est Ouais, juste en première- livraison. Ouais, première année, c'est pour ça qu'on a monté Boulogne. On a détaché Boulogne, la livraison du premier Boulogne Nord, on l'a mis dans le sud. Après, on a ouvert le 15e, on a ouvert le 11e en livraison, etc. Et du coup, on a pris uniquement des restaurants qu'en livraison. Parce que ça nous coûtait pas cher, ça nous permettait de grossir le CA et d'aller chercher des... C'est vrai que là Des sur parts les de 9, marché. il y en a combien où on peut venir s'asseoir, etc. En et gros, manger sur place. t'en as 7. En gros, t'as plus que 2 Dark Kitchen, Paris Ok. 15e et Boulogne Sud, où ils sont uniquement en livraison. Les 7 autres, tu peux aller sur place. Ok. Et t'as la livraison aussi qui est dessus. Donc voilà, en gros, ça nous a permis d'ouvrir des restaurants, d'ouvrir des parts de marché, enfin gagner des parts de marché. Et du coup, en décembre 2021, du coup, presque un an après pour la première ouverture, on a été voir un fonds et on a été faire un peu
un roadshow auprès de VC pour dire voilà ce qu'on... Comment on valorise Voilà du ce coup qu'on a. une chaîne, enfin du coup une nouvelle chaîne de restaurants qui a Ouais. même pas encore un an en fait, qui a même pas encore de bilan comptable? Bah, c'est généralement un multiple de CA, de chiffre d'affaires, ou un multiple d'EBITDA, quoi. C'est-à-dire que t'as les deux, parce que tu vois, par exemple, quand tu as un Ouais. SaaS, bah, tu prends un multiple de l'ARR. Ouais, Quand tu as une agence, bah, tu prends un multiple de c'est ça. l'EBITDA. Ouais. Le resto, du coup, c'est un peu le double. Bah, c'est soit multiple ARR, soit multiple d'EBITDA. Étant donné que nous, on venait de commencer, c'était plutôt sur le CA que sur l'EBITDA. Ouais. Mais ouais, en gros, la valorisation s'est faite comme Parce ça. que toi, dès la première année, Grupo Mimo, ça fait quoi? Ça fait presque 2-3 millions d'euros, non? La première année, on a fait 4. Ouais. Ah ouais, donc Ouais. 4 carrément, ok. Mm. Avec du coup, au bout d'un an, combien de restaurants? En gros, on avait, quand on a levé, on avait les 2 restaurants, donc Boulogne et Paris 17, plus on avait Courbevoie, 11e et 15e, donc plus 3 Dark Kitchen. Donc en gros, Ok. on avait 5 restaurants. Ouais, donc c'était déjà Deux lourd, restos plus 3 Dark, ouais. Et en gros, on faisait, quand on a levé, on faisait entre 400 et 500 000 euros par mois. quoi. Ok. Donc du coup, si tu peux donner des chiffres ou c'est compliqué de donner la valo de l'époque, etc. Bon, je peux pas tout donner, mais ouais, en gros, en fait, tu as une valorisation, en gros, qui est au moment où tu fais le deal, et en gros, tu as un management package, ce qui te permet, en fait, quand tu fais une levée, quand tu es au début d'un business, et que tu veux pas tout donner, parce que vraiment, quand tu es au début d'un business, même si tu cartonnes, tu vas pas déjà faire 20% ou 30% d'EBITDA, parce que le temps que tu crées du volume, et après que tu tailles dans le volume et que tu fasses une boîte ultra Parce rentable. que vous investissiez beaucoup en Ouais, bah, on acquisition, réinvestissait etc. quoi. beaucoup, etc. Et donc, du coup, bah, on se construit, quoi. Tu construis la marque, etc. Donc, généralement, en fait, tu signes à une valo. Et en gros, tu as un management package où tu peux justement avoir des rétros. En fait, comme des BSPCE, en gros. Ouais. Si tu atteins certains résultats, en fait, tu récupères des parts. Ah oui, en fait, de c'était tout ça. c'était même peut-être en BSAR avec Ouais. des caps, C'est cap ça. mini, cap maxi, non? Ouais, c'est ça. Et en gros, tu dis, bah, si on atteint cette valo-là à 5 ans, avec des paliers, bah, tu récupères tant de BSPCE, enfin Ok. tant de pourcentage de ta boîte, justement, en rabattant ces paliers-là, quoi, en gros. Ok. Et du coup, ce qui nous permet de se dire, bah, aujourd'hui, si on revend tant, on a tant de pourcentage, etc. Ok, donc là, vous parlez de ça, le monte, enfin, sans donner encore une fois la valo, Ouais. vous arrivez à lever combien là, sur cette Là, on première a levé levée 2 là? millions, ouais. Donc là, vous levez 2 millions, et ces 2 millions, ils vont être affectés à quoi, du coup, principalement? C'est quoi? Vous Bah, promettez à vos investisseurs, je suppose, un nombre d'ouvertures, etc. ouais, bah, ça a aidé à ouvrir les 3 restos d'après, Ouais, en faisant levier avec de la banque. ok. Donc en gros, c'est bah, tu vas chercher de la dette bancaire avec Parce que là, tu l'agent prends les fonds de equity. commerce là. Ouais, exactement. Alors Agnières, on a pris une loc pure, mais Levallois, Levallois et Paris 2, c'était une loc, c'était un achat de fonds de commerce. Ok. Et à ce moment-là, pareil, pour multiplier ces ouvertures, etc., c'est toujours toi qui fais le taf là, d'aller visiter, chercher, calculer, carrément. etc., ou tu prends un autre mec pour faire ça? Non, après le développement, c'est Ben et moi qui l'avons fait. On a trouvé des restaurants. Agnières, on l'avait trouvé lui, mais après c'est moi qui est revenu dessus parce que j'ai un pote qui habite là-bas. Le Valois, c'est moi qui l'avais trouvé, Paris 2 aussi, mais après bon, on trouve à peu près, lui il avait trouvé Paris 11. Enfin, on trouve à peu près ensemble les restaurants. Il y a aussi les agents IMO. Donc ouais, en gros, on va dire que moi je fais marketing et j'essaie de trouver des nouveaux lieux. Mais ouais, on se répartit un peu les tâches du développement ensemble. Ok. Aujourd'hui, du coup, pareil, c'est quoi en chiffres un peu Grupo Mimo là? On est en septembre 2023. C'est c'est quoi ça. par exemple aujourd'hui? Tu sais quoi? C'est 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires? Ouais, C'est quoi? c'est un peu plus, on est entre un 3 et un 5. Putain, c'est balèze, Mm. bravo. Et toi, c'est quoi du coup ta vision là-dessus sur cette chaîne de restaurants? Est-ce que aujourd'hui c'est quand même ce qui occupe le plus clair de ton temps? Ouais. Et toi, c'est quoi ta vision? C'est quelque chose que tu veux garder encore 3 ans, 5 ans, 10 ans, toute ta vie? Genre, Non, ce sera bah, ta legacy, quoi. ouais, non. Après, on sait jamais, j'ai pas de boule de cristal, mais en gros, l'optique, que ce soit le fond ou nous, tu as des cycles de 5 ans, donc c'est de faire une opération d'ici 2-3 ans. Ok. Voilà. Et du coup, bah, l'idée, selon l'avancement de la marque, selon la volonté, l'énergie, l'envie qu'on a, envie de continuer ou non, il peut y avoir plein de modèles différents.
Mais là, voilà, on est au début de l'aventure, donc on s'amuse encore beaucoup. L'idée, c'est Oui, parce que là, ça fait à peine 2 ans et quelques. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est de faire une marque mondiale. On veut vraiment être partout et on a la possibilité de le faire, étant donné que la food italienne, c'est une food qui parle à tout le monde dans le monde et que je vois pas de barrière, hormis l'opérationnel et le cash. Mais le cash, à partir du moment où tu es rentable, ça se trouve. Donc c'est que l'opérationnel qui peut bloquer, on va dire, dans le sens où opérer une marque à l'échelle mondiale, il faut être solide en opérationnel. Parce que là, en fait, grosso modo, l'étape en fait, de développement dans laquelle vous êtes, c'est de commencer le système de franchise. Donc là, tu le disais, vous avez trouvé à Bordeaux. Ouais. Je suppose qu'il y a d'autres villes qui sont dans le pipe. Ouais. Donc là, en fait, c'est quoi un peu le pareil, donner un peu le process. C'est quoi? Vous avez des gens qui postulent, vous discutez avec eux, vous voyez s'il y a une sorte de culture fit, business fit, etc. Ouais. Et ensuite, comment ça marche un peu la franchise? Bon, en gros, la franchise, tu dois mettre un apport. Donc le CAPEX, donc l'investissement que coûte à peu près un Gruppo Mimo dans l'ordre de 100-120 couverts en moyenne. Ça dépend où t'es, mais ça va coûter entre 1 million et 1,2 million, 1,3 million. Donc en apport, généralement, tu mets 250-300 000 euros. Ça dépend aussi des Et le reste, des ils vont chercher en dette bancaire. Et le reste, c'est en dette bancaire. Alors forcément, la franchise, c'est plus facile que si tu commences toi-même ton concept. Parce que mais il faut quand même avoir des mecs solides. Parce qu'il faut qu'ils arrivent à convaincre la banque de leur filer quand même un gros billet, quoi. Ouais, donc c'est quand même souvent soit des entrepreneurs qui ont déjà monté des business, qui ont la confiance des banques, soit des personnes qui sont déjà des franchises et qui savent déjà opérer et qui ont montré qu'ils savaient le faire. Donc ça, c'est vraiment l'apport. Ensuite, nous, on prend un fees, donc une redevance. Donc tu as 6% de redevance opérationnelle. Et vous prenez un fixe au début aussi, non? Et on prend un fixe, un ticket d'entrée qui est de 45 000 euros. Donc 5 000 euros de marketing que nous, on paye pour ouvrir le restaurant, faire un événement, etc. Donc tu as 45 000 euros de droit d'entrée et tu as en gros une redevance de 6% sur le côté opérationnel et 2% sur le côté marketing, communication. Donc après, ils vous donnent en fait 8% du chiffre d'affaires tous les mois. Exactement. Ok. Et en gros, tu peux espérer entre 18 et 25% d'EBITDA sur ton restaurant. Et on donne des objectifs, alors c'est des objectifs bas, hein, mais on donne des objectifs à peu près entre 2 millions et 2,4 millions de chiffre d'affaires sous 2 ans. Mais le truc, c'est que nous, quand généralement on commence un restaurant, c'est tout de suite plein, quoi. On n'a pas de cette période de ramp-up qu'ont les autres restaurants qui font pas forcément beaucoup de marketing parce qu'ils attirent que par le produit, donc ça met plus de temps. Nous, on a le produit, mais du coup, on force l'acquisition davantage pour être vu et plein dès le début. Quoi. Mais tu vois, entre 2 millions et 2,4 millions, nous, à Paris, on est plutôt, même en banlieue, on est plutôt entre 3 et 4 sur des restaurants de cette taille-là. Et après, on dit entre 18 et 25% d'EBITDA. Sur ces restaurants-là. Donc tu peux quand même très vite monter en EBITDA. Pareil, tu vois ça, quand on parle de ça depuis tard, il y a peut-être qui savent pas. EBITDA, les EBITDA, en fait, c'est ce qui te reste vraiment à la fin. Après les impôts, quoi. C'est vraiment. C'est ça. Donc en gros, c'est des business où tu peux aller entre 300 à 400 000 euros de bénéfices par an jusqu'à 1 million. Tu vois, notre restaurant à Paris 2, il fait plus de 100 000 euros d'EBITDA sur le mois. Donc, et il fait 130-140 couverts. Donc voilà. Sur des zones en plus où tu n'as pas encore beaucoup de restaurants, de restaurants Gruppo Mimo. Puis bon, à Bordeaux, tu as quand même beaucoup de gens là-bas et si tu n'as qu'un restaurant, il va être plein tout le temps, quoi. Ouais, non, exactement. Donc si vraiment il est bien réglé, ça fait un business très rentable et valuable. Donc voilà, d'ailleurs c'est des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par le projet, ils peuvent contacter sur LinkedIn. Complètement. Edouard Ossegui, c'est ça que je ne sais même pas si on a donné ton exactement. Au début, quoi. Mais c'est en gros nous on donne toutes les grandes villes de France. Donc tu vois Marseille, tu vois Big Mama, ils cartonnent là-bas. T'as Lyon, t'as Lille, ils cartonnent aussi. Enfin, t'as Rennes, t'as plein de. Oui, parce que déjà avec le développement de la France, normalement t'as du boulot, quoi. Oui, sur les 3-4 ans qui viennent. Ouais, c'est ça. Donc non, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est des business qui marchent vraiment bien. Donc voilà, l'idée c'est de continuer la franchise en France et après de vendre des master franchises. Donc, les master franchises, c'est que tu vends même pas une ville, tu vends un pays. Donc le mec, je sais pas, en Belgique, il va te prendre la master franchise Gruppo Mimo. C'est lui qui va développer Gruppo Mimo en Belgique.
Ouais. Donc lui, il va en monter Ce que j'allais dire sur la partie internationale, je pense qu'au début, pour tester, vous allez faire les premiers vous-même. Ce serait quoi ton objectif? C'est d'aller en faire, je sais pas, à Londres, à Berlin, à Madrid? C'est quoi que tu aurais en target ou à ton avis, ça peut le mieux marcher? Bah, en gros, nous, on va viser le UK, on aimerait bien. L'Allemagne, c'est un bon marché aussi. Après, t'as l'Espagne. Moi, j'aimerais bien aussi en faire en Italie, en vrai. Parce que j'allais te demander, en fait, est-ce que ça vaut le coup d'aller... Bah oui, parce que t'es au direct producteur, donc le food cost, il baisse vachement. Et puis, je trouve que c'est peut-être toute la masse salariale là-bas. Enfin, je trouve ça beau de retourner à la source. La boucle sera bouclée, quoi. Ouais. Exactement. Et du coup, non, je trouve ça intéressant. Mais ouais, Espagne, Italie, tous les grands pays autour. Ouais. Mais là où ça mange bien, et puis et là où c'est... de toute façon, dans tous les cas, on a envie vraiment de faire toute l'Europe. Après, voilà, il faut trouver les bons partenaires et essayer de... Ouais, c'est ça qui va être plus chaud, etc. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour là du coup sur Grupo Mimo. En plus, c'est bien, on a donné pas mal de patterns pour les gens qui veulent ouvrir des restaurants, etc. et tout. Bah, ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est de parler d'emblèmes. C'est pour ça qu'on en a pas mal parlé au début. Mais là, c'est vrai que, et c'est moi en fait, c'est ce qui m'avait toujours impressionné quand on s'est connus à l'époque, c'est qu'en plus, même d'avoir 1000 business, parfois je reçois des petits messages d'Edouard qui me fait mec, il y a un business à faire là-dessus. Bon, moi, j'ai pas le temps, mais si tu veux, je te le donne l'idée et tout. J'en avais une que j'avais creusée, on peut la donner aux gens. C'est de dire, c'est vrai que dans tous les restos, comment on appelle ça là, le truc où tu mets ta carte là, le QR code, non, le truc pour payer. Ah oui, le TPE, ouais. Le TPE, grave, celui-là, grave. Tu disais, putain, c'est fou, ça n'existe pas les TPE qui sont personnalisables. Tu sais que ça, j'ai creusé grave, je suis monté, j'ai fait 3-4 meetings avec les mecs d'Engenico, etc. En fait, pour un moment, qui me disent, mais c'est pas possible, parce que c'est pour des questions, légales, de sécurité, de machin, en fait, il faut que ça soit standardisé, etc. Ok, d'accord, t'as pas le droit de rajouter des coques dessus. Tu pourrais, en fait, à un moment donné, je leur proposais l'idée de mettre peut-être des coques, comme en fait, t'as ta coque iPhone. Et en vrai, c'était parce que c'était hyper... j'étais évidemment pas le sujet et j'ai abandonné, quoi. Mais en vrai, c'est une bonne idée, ça. Si quelqu'un veut le creuser ici, qui nous appelle, on serait hyper chaud d'en parler. Et donc, du coup, voilà, donc tu as quand même toute ta franchise de restaurant, etc. Tu as du coup toujours ton agence Barracuda qui marche et tu as du coup ta startup Emblème, ça qui était ton vraiment premier vrai business, etc. Donc là, quand est-ce que tu as levé des fonds? Quand est-ce qu'on a investi chez toi? C'était l'année dernière, non? Ouais, c'est ça. En gros, on a fait l'opération en 2000... alors, le pré-seed, il était en octobre 2021. Et là, on a fait... là, on a débloqué les fonds en vrai début d'année. Parce que moi, je me rappelle, j'étais en train de faire des visites pour ma nouvelle baraque. Donc je pense que c'était il y a un an, un truc comme ça. C'est ça. En gros, c'était... on a commencé en octobre 2022. Septembre-octobre, on avait le deck fini et tout. Donc, on a commencé à envoyer. Et en gros, on a débloqué les fonds à peu près en février. Février-mars. Et même mars. T'as levé combien, du coup, en tout? 2,5. 2,5, pareil, full BA. Ouais, c'est ça. Full BA. On était, du coup, on a fait une opération avec Anthony Bourbon et aussi, son une club partie, Blast. Et sinon, soit du premier tour qu'on remis, soit des clients ou soit du réseau, des gens entrepreneurs, etc. Ok, trop cool. Et donc là, du coup, Emblème, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu en chiffres? Il y a combien de salariés? On est sur quel MRR, etc. Et c'est quoi, du coup, l'ambition, quoi? Carrément. Bon, en gros, aujourd'hui, on est autour de 200 000 euros de MRR. On est une petite trentaine maintenant. En termes de flux, on crame encore un peu d'argent. On a encore de cash burn, mais parce qu'on investit pour se développer. Là, on ouvre le UK, la branche UK. Donc, du coup, en gros, aujourd'hui, tu as à peu près un peu plus de 5 000, 6 000 influenceurs sur la plateforme. On a commencé justement à lancer la partie créateur de contenu. Donc, on avait la partie influence pour donner de la visibilité aux restaurateurs. Et c'est pas que de la restauration, d'ailleurs, ça peut être des expériences type, tu vois, on a A-Fly, un truc de chute d'or, de chute libre indoor. On a même des festivals, on a fait Electric Park, on a fait Madame Loyal, on essaye de faire de l'événementiel aussi. Donc, en gros, c'est tout professionnel qui vend du service et qui a besoin de visibilité sur les réseaux avec les influenceurs. Donc du coup, là, on avait la partie visibilité. On a voulu aussi donner la partie contenu. Donc en gros, tu as un restaurant, tu reçois des influenceurs, tu as de la visibilité. Mais le problème des restaurateurs aujourd'hui, par exemple, ou de clients en général, c'est d'avoir du contenu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vidéo qui prend... Parce que ça, en fait, là, juste lui, il va reposter la story. Mais en fait, ils n'ont pas de contenu organique tout fait, quoi, en mode packagé, quoi. Ouais, et donc du coup, on s'est dit...
Les créateurs de contenu, c'est aujourd'hui les étudiants, c'est les freelances, c'est voilà, il y a toutes les personnes, en gros, tous les jeunes qui connaissent l'algo, qui comprennent les réseaux et du coup qui savent faire du Reels, des vidéos, des TikTok, etc. C'est des UGC en fait que vous allez leur faire faire. Ouais. Et du coup, en fait, t'as les restaurateurs du coup qui savent eux ne pas monter des vidéos et tout. Qui déjà, quand c'était la photo, ils avaient du mal. Alors là, les vidéos, ils sont encore plus perdus. Ouais. Et comme la vidéo aujourd'hui a pris 100% de la bande passante, Ouais, clairement. Clairement, ils ont un gros besoin en contenu. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a accueilli les créateurs de contenu qui, en échange de créer une vidéo, ont leur repas gratos. C'est-à-dire que vous restez, en fait, chez vous, les créateurs de contenu ne sont jamais rémunérés. C'est toujours un échange de bons procédés, Exactement, c'est etc. ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, comme tu as 55% d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim, mais c'est eux qui ont la meilleure connaissance des algos, des réseaux, parce qu'ils sont nés avec un portable à la main, du coup, on permet à ce cercle-là de dire tu échanges ta connaissance contre, en gros, des repas offerts, etc. Ok. Non, mais c'est marrant parce que du coup, nous, en fait, en interne dans le Startup Studio, on a fait la même chose, mais du coup, pour les DNVB. Et là, bien sûr, en fait, là où en fait, on a fait un peu comme vous, c'est-à-dire qu'on a incubé en fait des créateurs de contenu plutôt que de faire des tournages, etc. Et en fait, les DNVB viennent vers nous. Elles ont besoin de vidéos organiques ou de vidéos pour du paid en fait. Et du coup, nous, c'est notre pool de créateurs à qui on envoie le brief, qui font les vidéos et on les livre à notre client. Et c'est marrant parce que tu m'avais aussi un jour, je pense que c'était il y a plus d'1 an, tu m'avais dit, mec, ce que je fais avec Emblème, il faut que tu le fasses avec le B2B, avec LinkedIn. Du coup, c'est grâce à toi que j'ai monté cette verticale du coup en interne. Sauf que la différence, là où j'ai changé un peu de ce que tu disais, c'est que j'ai pas réussi en fait à le faire avec du micro-influence. Toi déjà que l'influence B2B, c'est encore un peu à ses débuts, donc on le fait avec des gros influenceurs, et donc du coup avec évidemment des gros tickets, des gros annonceurs, c'est que des scale-up, les Conto, Notion, Shine, etc. Mais je crois beaucoup dans le fait que peu à peu, dans 1 an ou 2, ce que tu as fait avec Emblème en B2C, avec les micro-influenceurs et les restaurants, tu pourrais le faire en B2B. Demain, un mec qui a 2000 abonnés sur LinkedIn, il fait un post sur Notion et en échange, il a juste en fait un compte Notion, un compte premium, au lieu de payer 20 € par mois, tu vois. Oui, complètement. Et moi, ça, je crois beaucoup dans ça. Et donc, du coup, c'est dans ma boîte à idées. C'est juste que je pense que c'est encore un peu jeune, mais je pense que j'y crois beaucoup à ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Tu vois, je parlais au mec de journée là, que Anthony Bourbon me présentait. Le mec de quoi ? De journée, c'est alors il a changé de, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelait journée, c'était en gros il te livre des repas faits par des chefs avec des bons produits, etc. Tous les jours. Et en fait, il a eu une explosion de commandes le jour où Anthony a parlé justement du fait qu'il utilisait ça pour manger tout le temps. Et lui, c'est sur LinkedIn, tu vois, il a eu une explosion de commandes. Et en fait, je lui ai dit typiquement, un client comme ça, c'est du CSP+, en termes de cible, de personnes qui travaillent beaucoup mais qui ont quand même envie de bien manger. Et du coup, typiquement, une campagne LinkedIn sur du B2B comme ça fonctionnerait très bien. Parce que c'est la cible, c'est les gens qui n'ont pas le temps, mais qui ont de l'argent pour bien manger et qui ont besoin d'avoir une solution facile, rapide et healthy, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal de... En gros, il y a pas mal aujourd'hui d'audience et d'influence sur LinkedIn et qui n'est pas encore du tout traitée comme celle de Instagram, de TikTok, etc. Non, mais clairement, mais ça, je pense que c'est de la prochaine étape et nous, c'est l'un des prochains produits là où tu vois, 1 an après que tu m'en aies parlé, on a testé en mode POC, mais en mode agence. Et du coup, un produit comme ça, un produit SaaS, du coup, ne marcherait qu'avec du micro. Et du coup, le micro, je pense que c'est vraiment la prochaine étape de ça, quoi. Mais d'ailleurs, un truc qui m'avait fait marrer, c'était, je crois, Oh My Poké qui avait fait une campagne comme ça pour lever de l'argent. On était tous les deux dedans, non ? Ouais, grave. Et d'ailleurs, on était les deux qui avions le plus marché. Ouais, grave. Et du coup, et en vrai, j'étais là, quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, c'est marrant. Et on était les 2 moins bien payés en plus, je crois. Oui, c'est sûr. et c'est là où je me suis dit, mais en vrai, je savais même pas que j'avais autant d'influence et que LinkedIn pouvait être aussi influent sur je crois que c'était plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros levés grâce au profil qui avait bossé dessus. Mais oui, c'est sûr que là, aujourd'hui, il y a beaucoup et t'as beaucoup de boîtes en plus qui ont beaucoup d'argent dans la tech pour aller chercher des nouveaux users. Tu as tous les CRM, t'as tous les comptables, t'as beaucoup de boîtes B2B
qui ont besoin aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux utilisateurs et qui ont des gros fonds généralement, parce que les boîtes tech, B2B, c'est généralement des boîtes qui lèvent de l'argent. Clairement. Donc, et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens d'acquisition, hormis faire du cold call, enfin faire les trucs qu'on connaît en B2B. Mais ouais, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce secteur, c'est sûr. Clairement. Mais donc du coup, là pour Emblem, donc tu disais une trentaine de personnes, Ouais, trentaine 200 000 de MRR. Ouais. Donc pareil, là c'est... Grosso modo, donc là, vous lancez UK. Ouais. Et c'est pareil, là on est quoi? On est sur une vue pareil, donc en fait assez classique avec des fonds, etc. D'aller chercher, je sais pas, dans 2-3 ans, une série A ou aller du coup à l'international, etc. C'est quoi un peu le but? Bon, en gros, l'idée, c'est d'aller chercher une série A avec un gros fonds pour pouvoir aller chercher l'international et accélérer encore plus vite. Là, on a vraiment refait tout le produit de A à Z pour pouvoir itérer encore plus vite les nouvelles fonctionnalités. Mais ouais, l'idée, c'est sous au moins 2 ans construire exactement le produit qu'on a imaginé pour nos clients. Et ensuite faire une série A avec ce nouveau produit qui sera au top pour pouvoir vraiment accélérer et développer à vitesse grand V sur l'Europe. Ouais. Et voir, soit on fait une levée avec un fonds classique type VC, etc., soit on fait un build-up avec un autre fonds, un peu comme ZenChef a fait, à racheter des boîtes à droite à gauche. Donc faire un build-up avec une grosse boîte type ZenChef. Pour aller offrir à leurs clients beaucoup plus d'outils. Voilà, à voir comment on fera, mais ouais, je pense soit c'est une levée pure, on va chercher du fonds continu à fond, soit on fait un build-up avec une autre boîte. Et toi là du coup qui mène 2 projets hyper ambitieux de fonds, t'es pas du coup parfois un peu frustré par d'autres choses que tu voudrais lancer? Et là tu te dis là franchement ce serait pas sérieux, il faut que là pendant 2, 3, 4 ans je sois hyper focus quoi. Non, là ça y est, j'ai dépassé ce stade de je veux ouvrir plein de trucs. Là je suis plutôt maintenant je vais au fond des choses et j'essaie vraiment de bosser à fond sur ces projets-là, étant donné qu'ils prennent déjà beaucoup d'ampleur et de temps. Puis j'ai aussi un fils, donc il faut quand même que je fasse aussi la part des choses. Mais oui, non, là j'ai déjà assez de c'est ça. pain. Ouais, exactement. J'ai assez de pain sur la planche, donc non, pour l'instant c'est plutôt donner vraiment du temps et de l'ambition au projet parce qu'ils en valent le coup, que de vouloir lancer des nouvelles choses. Mais ouais, on est un peu tous pareils, on a des ça, c'est vrai que ça, c'est le plus dur, et j'avoue que moi aussi, c'est l'une de mes grandes résolutions là, de cet été. Je me suis dit, putain, mais en fait, je suis partout, mais je commence à être nulle part. Et à un moment donné, voilà, choisir 2-3 guerres et aller vraiment les mener de front, quoi, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc où le jour, parce que l'idée c'est quand même, je pense, sous 5 ans d'avoir exit les boîtes et puis de pouvoir avoir les mains libres pour faire d'autres choses. Mais depuis que j'ai regardé Tapi, alors je ferai pas les mêmes couilles que lui, mais je trouve que le business aussi de reprendre des boîtes qui sont en difficulté, je trouve ça cool. Ouais, mais pareil, j'ai fini la série là, il y a 2-3 jours. Cette scène d'anthologie là dans le bureau du proc, c'est une masterclass. Bah ouais, c'est fou. Bon, bref, on va pas spoiler les gens et tout. Bon, après, c'est la vie de Tapi, vous la connaissez. Ouais. Mais j'avoue que moi, pareil, c'est vrai qu'ils en parlent du coup pas mal dans la série. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes, je crois qu'à un moment donné, Bernard Tapie, il était dans le top 5 des Français les plus riches de France. Ouais. Donc en fait, on se rend pas compte à quel point il a racheté un nombre incalculable de sociétés à 1 franc et qui retapait en 2-3 ans et qui revendait genre 100 millions de francs, 200 millions de francs, etc. Ouais, carrément. C'est ça. Et en fait, je pense il a quand même racheté Adidas à un moment donné. Tu vois, le mec, c'est fou, quoi. Et en plus, je pense que même par rapport à la réputation, une fois que tu as l'habitude de retaper des boîtes, en fait, les mecs derrière, après, les mecs parce que généralement, c'est des liquidations, etc. Donc, t'as un regard du juge par rapport à la capacité à la personne qui est en face de reprendre et de remettre, parce que t'as des gens derrière. Et puis, généralement, quand t'as une liquidation, ce qui protège en premier, c'est les personnes, surtout en France, et l'emploi. Ouais, ça, en fait, grosso modo, quand il y a une liquidation et qu'il doit y avoir un repreneur, t'as par exemple 3-4 personnes qui proposent un dossier. Et en fait, dans le dossier, il y a 3 éléments. C'est combien de fric que tu vas mettre sur la table, combien de salariés tu t'engages à garder, et c'est quoi ton projet pour relever la boîte, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est ça que je trouve ça aussi intéressant, parce que tu as aussi le côté à la fois économique, tu as aussi le côté social de reprendre une boîte parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais à l'époque, quand tu avais une entreprise qui faisait par exemple une entreprise de brochures en Normandie, en fait, les gens qui habitaient là-bas, moi je viens de Normandie, donc
il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Donc quand tu as des entreprises qui ferment comme ça dans des milieux c'est ruraux, quoi. c'est vraiment dramatique. Ça met vraiment tout le monde sur le tapis. C'est pas comme maintenant où tu peux trouver du travail un peu partout et on va dire c'est moins excentré, on va dire, qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça mettait vraiment tout le monde sur le carreau. Et du coup, je trouve ça intéressant, le côté à la fois économique, aussi le côté social, et puis le côté, quand je rachetais des bagnoles et que je les bricolais, que je les revendais, t'as quelque chose qui existe déjà et tu le fais perdurer et moi tu j'avoue trouves que des solutions à un problème, quoi. Pareil, ça fait partie de ma dream list en fait, et moi j'aimerais bien un jour racheter une boîte un peu ancestrale, tu vois, où tu dis la marque, les gens disent ah ouais je connais, bah tu sais que là elle était morte et là je suis en train de la faire revivre, tu vois, c'est quand même ça, c'est assez génial. Et c'est en gros l'idée de pouvoir faire comme parce qu'aujourd'hui t'as de plus en plus de start-up studios qui se montent. Et t'as pas beaucoup de boîtes qu'on connaît pas. Startup studio du reprenariat, ouais, en fait. Du reprenariat, de savoir, tu reprends des boîtes qui existent, tu les retapes et tu les revends, quoi. Il y a des mecs qui font cet état, mais en fait, je pense que c'est pas si facile que ça, fait, à industrialiser et à paterner. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis que tu fais un startup studio du reprenariat, mais en vrai, tu rachètes une boîte, je pense que c'est 1000 fois plus d'énergie que de monter une boîte from scratch. Parce que là, t'imagines, faut déjà, en fait, c'est comme si tu pars d'un terrain vague, il faut construire une maison. Bon, il faut construire une maison. Mais si tu rachètes une maison qui est déjà, en fait, qui est dégueulasse, en fait, limite, il y en a plein qui disaient, en fait, souvent, il vaut mieux tout casser et tout refaire. Parce que là, en fait, quand tu reprends une boîte, tu reprends aussi ses dettes. Donc, en fait, il faut que tu cravaches grave, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais quand tu fais un restaurant, tu peux aussi racheter la société. Tu peux aussi racheter la société au lieu d'acheter le fonds. Et c'est quoi la différence ? En fait, la différence, c'est pareil, le prix d'achat. Donc, tu peux racheter, du coup, tu vas acheter un restaurant, mais tu vas avoir des dettes. Donc, du coup, tu vas devoir rembourser aussi les dettes. Donc, en fait, c'est que tu reprends la société du restaurant au lieu d'acheter le fonds, quoi. Mais du coup, tu n'achètes pas le fonds. Mais par contre, tu dois reprendre les dettes. Par contre, si le mec a beaucoup de dettes, par exemple, si le mec a le fonds il est à 900 000 et que le mec a 1,3 million d'euros, vaut mieux pas le faire du coup. Tu peux, si tu veux vraiment le fonds, tu te dis je vais le payer 400 000 euros de plus, mais au moins je vais pouvoir commencer à travailler direct dedans. Mais oui, si tu as le cash, si tu peux avoir 900 000, autant acheter 900 000. Et c'est la reprise de société dans ce genre de truc-là, c'est ou même les liquidations judiciaires, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais tu as aussi les liquidations judiciaires. Quand la boîte, avant, si elle part à la casse, tu peux aussi aller en faire aller en liquidation judiciaire, reprendre des fonds à la barre, quoi. Ok. Mais il faut quand même un minimum de cash. Parce que c'est pareil, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu fais une offre, il faut que tu aies le cash tout de suite. C'est-à-dire que si tu reprends une société, il faut mettre 150 000 euros sur la table, il faut venir avec le jour de l'audience avec un chèque. C'est ça, et souvent en fait c'est du cash que tu as de dispo parce que en gros je pense pas que tu aies une banque qui te prête de l'argent pour aller reprendre une boîte à la casse, quoi. C'est vraiment, ça doit être un chèque de banque où le mec il là t'es en mode full risque, quoi. Ouais, exactement. Mais j'avoue que ça peut être assez passionnant. Ouais. Dis-moi Edouard, est-ce qu'il y a une question, un sujet que tu aurais aimé qu'on me parle et dont on n'a pas parlé? Question, non, après, non, à peu près, on a à peu près balayé toutes les questions. Là, du coup, je suis en train de m'internationaliser avec Emblème, donc c'est la première fois que je monte un business en dehors de la France. Pourquoi tu prends des bureaux là-bas ou tu vas faire tout de France? Là, on a pris 4 employés là-bas, dont un 5e qui est de France, et du coup, Tom qui va... Tu les mets dans un WeWork ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Exactement, et là, pour l'instant, tu as des personnes qui vont chercher des clients et d'autres les utilisateurs. Et donc c'est intéressant de se lancer dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Tu vois que c'est marrant, ils sont pas du tout les mêmes. Tu vois, par exemple, ils sont super RGPD, ils regardent beaucoup les contrats, les trucs, les Anglais, alors qu'en France, on est un peu plus laxiste sur ça. Je pense que nous, RGPD, on pense que c'est un groupe de rap, quoi. Ouais, non, mais vraiment, totalement. Et c'est marrant de découvrir de nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire, etc. Le produit plaît beaucoup. Mais ouais, c'est marrant de voir des équipes et son produit, une idée qu'on a eue il y a 6-7 ans à partir dans un autre pays. Et ça, c'est assez intéressant. Ouais, c'est le challenge dans ce moment du moment de lancer à l'international. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'était pas encore trop documenté là-dessus, la façon dont internationaliser des sociétés. Je trouve que c'est pas... tu vois, il n'y a pas trop de... Comme Legal Start en France, qui te permettent vraiment de savoir comment monter un pays, une boîte en dehors de France.
Je trouve que c'est encore un peu archaïque la façon. Tu vois, t'as pas encore de boîtes qui te permettent de faire tous les papiers, monter tout facilement, etc. Parce que du coup, ouais, c'est ça. En fait, nous, on avait essayé de monter Kimono UK. Ouais. Et donc, je me rappelle, on avait dû mettre une boîte là-bas. D'ailleurs, une boîte, mais je crois qu'on l'a encore, tu vois. Ouais. Donc, en fait, pendant le Covid, on les a tous rapatriés. Ah bah oui. Et après, on a pris la décision de dire, ah, écoute, franchement, les commandes from UK, en fait, on va les faire de France. Ça sert peut-être pas à grand-chose d'avoir. Surtout, en fait, là, peut-être la mauvaise décision qu'on avait prise, c'est qu'on avait pris des Français, alors certes bilingues, qu'on avait mis là-bas. Et en fait, limite, quitte à avoir du coup des gens là-bas, en fait, autant prendre des locaux qui comprennent la mentalité, comment ça fonctionne. C'était peut-être une erreur qu'on a faite. Ouais. Mais je me rappelle qu'administrativement, c'était un enfer, quoi. Ouais, c'est vraiment pas agréable. Surtout depuis le Brexit, quoi. Depuis le Brexit. Sachant que nous, parce que le Brexit, c'était quelle année ? C'est 2021, non ? Ouais, il me semble. 2020, et nous, on est arrivé là-bas, je crois, 2018 ou 2019, c'est ça. Donc c'était avant. Ouais, donc t'étais avant. Ouais. Là, depuis le Brexit, c'est encore plus compliqué, quoi. Ouais, donc je pense qu'on y retournera encore. Ouais. Mais non, nous, du coup, on a pris des natifs parce que, on s'est dit qu'ils comprendraient la culture et que... t'as toujours cette petite rivalité français-UK et on s'est dit que voilà, on va prendre des personnes qui ont déjà traité sur ce genre de marché-là et qui ont la connaissance de la culture, etc. Et puis ça nous permet aussi de nous apprendre et de se former avec ces équipes-là. Mais non, ça c'est le plus gros challenge, mais après non, j'ai pas trop d'autres sujets ou de questions. Non, mais écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, je pense qu'on est resté à peu près... un peu plus d'1h30 ensemble, donc franchement on a parlé de plein de trucs, c'était trop cool. En tout cas, merci beaucoup Edouard. Merci à toi pour l'invite. Merci pour franchement toute la transparence et tout ce que tu as pu donner comme valeur dans le podcast. Et puis écoute, longue vie à Grupo Mimo, longue vie à Barracuda et quand même longue vie à Emblème. C'est ça. Je suis encore en plus concerné là-dessus. et vivement que Grupo Mimo ouvre à Bordeaux. Carrément. Merci à toi, merci au Crayon pour l'accueil, merci à Shine qui sponsorise le podcast et puis je vous dis à très vite. Ciao. Et on est bon.